Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du nouveau Battle Tome Flesh Eater courte. Game Workshop continue de surprendre en sortant de nouveaux Battle Tomes, celui-ci et celui d'Escaven, donc deux anciennes armées du vieux monde. Game Workshop avait été pas mal critiqué sur le passage de Battle à Age of Sigmar, puisque des armées étaient moins suivies on va dire, et là ça fait plaisir puisque tout est parfaitement jouable. Qu'est-ce que tu peux nous dire de prime abord sur cette armée-là ? Ce que j'apprécie dans ce Battle Tome là, c'est que, comme tu disais, tout est jouable. Il n'y a pas énormément de War Scrolls différents, mais on peut tous les jouer. L'allégeance et les synergies des grandes cours permettent de jouer des listes totalement différentes. On peut jouer une horde de ghouls, on peut jouer une armée quasiment entièrement composée de dragons ou de terrorgeist. On peut jouer de l'infanterie d'élite, le fluff est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qu'on va répéter au fil de l'analyse, mais vous pouvez prendre n'importe quelle unité et la transformer véritablement en très bonne unité avec les synergies, les sorts, les aptitudes d'allégeance et ce genre de choses, ce qui rend vraiment tout jouable. Même si les unités ont l'air faibles seules, les synergies du Battle Tome permettent de développer n'importe quel type de puissance avec une unité qu'on choisit. Et ça, c'est très intéressant. C'est marrant parce qu'on est quand même, ou en tout cas de prime abord, sur ce qu'on pourrait considérer comme une sous-faction. Et on va le voir, il n'y a que 13 Battle Scrolls jouables au sein de l'armée. Est-ce que c'est une armée qui, pour toi, a une vraie âme et peut se jouer en monofaction ? Je pense que oui. Déjà pour la partie monofaction, même si c'est une liste Death, ça là aura du mal à rentrer dans les Légions of Nagash, et au niveau des alliés, elle ne peut pas se mixer avec du Nightone par exemple. Donc déjà, on va, je pense, la jouer seule. En plus, les allégeances de l'armée sont très importantes. Donc on ne va pas casser en fait ces allégeances-là en jouant en Death ou ce genre de choses. Ensuite, on peut jouer beaucoup de choses. Il y a des bataillons et des grandes cours qui sont très typés, qui vont orienter le type de liste. Il y a un domaine de magie qui leur est propre. Il y a des Endless Spells maintenant qui leur sont propres, leur décor. Donc ça, c'est assez classique, on commence à avoir l'habitude. Donc on peut jouer plusieurs choses différentes, vraiment de la horde à l'élite. Tout a l'air de marcher, tout a l'air assez équilibré, donc c'était une bonne surprise à ce niveau-là. On se retrouve donc les Wargamers pour parler des ghouls, des Flesh Eaters courtes. Déjà, moi là où j'ai été surpris, c'est que le bouquin est quand même assez consistant. On vient de le dire, mais c'est une armée qui va avoir peu d'entrées. Là déjà, comme dans l'ensemble aussi des nouvelles factions ressorties par Game Workshop, on va avoir des nouvelles Endless Spells et un nouveau décor. Déjà, ça a fait la surprise parce que c'est sorti de nulle part. Et pour le coup, je trouve vraiment les chevaux aux zombies qui sortent du sol, vraiment comme des zombies qui sortiraient de tombe, c'est super stylé. Au niveau du bouquin, on est vraiment dans la lignée du sans faute de Game Workshop au niveau du style visuel. Là, c'est relativement sobre, mais chaque petit détail est juste complètement fou. On a l'impression vraiment qu'il y a des parties d'humains dépecés en fait au niveau des visuels, c'est assez fou. Au niveau du fluff, on est sur des zombies qui pensent être des humains un petit peu nobles, ça c'est génial, et qui vont donc correspondre à des cours, et c'est au niveau de ces cours qu'on va avoir des styles de jeu différents. Et c'est vraiment bien retranscrit puisque chaque cours va avoir sa propre entité visuelle au niveau de sa description et du visuel vraiment dégueulasse. Il y a une récupération AOS en fait du fluff de Battle des Strigoi. Vous verrez dans le fluff, mais on parle du Shoran qui était un perso très important de Battle même s'il n'a jamais eu de figurine. C'est assez bien amené la manière en fait dont Nagash l'a rendu fou en l'enfermant, ce qui fait qu'en fait c'est une espèce de vieux vampire, comme les films de la Warner, là, le vieux monstre, le Nosferatu, en fait qui rend fou les gens autour de lui et qui pensent être des paladins, des chevaliers, et en fait ils ont des mots-clés, ils sont allés plus loin encore que l'ancien Battle Tome, ils ont des mots-clés vraiment là-dedans. Les grosses ghouls, ils ont le mot-clé chevalier. Les ghouls ont le mot-clé cerf, les vampires ont le mot-clé courtisan, et ils sont vraiment comme ça. C'est un point que je voulais aborder quand on parlera du décor, mais en fait, alors que le décor c'est un trône vraiment dégueulasse, tu sens qu'il pue le renfermer, non, pour les gens c'est un trône d'or. Ouais, et c'est vraiment, c'est visuel quoi, c'est écrit comme ça. Et les règles de l'armée, d'illusion, des cours, etc., enfin voilà, ça s'appelle les cours, c'est pas les hordes macabres ou quoi que ce soit, c'est les cours. Ouais. Et à ce niveau-là, c'est vraiment sympa en termes de fluff, quoi. On va passer aux aptitudes d'allégeance pour rentrer un petit peu dans le dur des différentes règles avec les traits de bataille. Sous-entendu, à partir du moment où vous, petit humain, vous prêtez allégeance et vous décidez de jouer Flesh Eater court, vous allez pouvoir bénéficier de ces règles. On commence par la démence vorace, courtisan immortel. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle à une unité Flesh Eater courte ami entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros Flesh Eater courte ami sur un 6. La blessure ou blessure mortelle est annulée. C'est donc un insensible, on va dire, à 6 pour toute l'armée. Ouais, c'est le classique des allégeances Death en fait. À l'exception près, maintenant on est entièrement à 12 pouces et qu'il n'y a plus de distinction entre le général et les persos classiques. D'habitude, dans les Légions of Nagash ou les Nightone, la bulle varie en fonction de si vous êtes votre général ou pas. Là, il n'y a pas à se poser de questions, c'est tout le monde à moins de 12. Donc c'est peut-être un tout petit peu plus contraignant que les classiques, mais ça reste une bonne aptitude qu'on sera content de prendre. Ça fait 16% de PV en plus sur l'armée.
Et il y aura quand même, je pense, pas mal de PV dans l'armée. Plus de l'invocation et tout, tu te retrouves toujours à jouer à plus de 2500, 2600 points, plus les 16%, il y a moyen quand même d'avoir pas mal de monde sur ça. table. L'invocation, c'est quelque chose qui, à premier abord, peut faire peur, parce que maintenant qu'on est en V2 d'AOS, l'invocation est gratuite. Le système peut apparaître comme déséquilibré, parce qu'on a beaucoup de personnages qui peuvent invoquer des grosses unités ou des courtiers qui eux-mêmes peuvent relever des figurines. Mais les unités de l'armée sont assez chères par rapport à leur profil pur. C'est le fait qu'il y ait des invocations et que ce soit synergisé qui permet de les rendre fortes. Moi, je trouve pas choquant qu'on puisse invoquer des personnages à 160 points comme ça. Pour moi, ça ne déséquilibre pas le Battle Tome. Et ça aussi, ça a été une bonne surprise parce qu'on avait un peu peur de ça. On se disait, notre adversaire va commencer la partie pratiquement à 2003, 2004, 2005. Ça peut créer un déséquilibre, je pense pas. Modulo le décor, mais ça, on y reviendra. Modulo le décor. Il y a un petit truc de wording, mais on y reviendra juste après. Donc ensuite, pour continuer avec les règles d'allégeance, on va avoir deux règles où on va devoir choisir l'une des deux. Ça va être soit le fait de choisir une grande cour, soit une cour d'illusion. Je commence par les grandes cours. Après avoir choisi l'allégeance Fleischitter courte pour votre armée, vous pouvez choisir un des mots-clés de grande cour suivants. Morgaunt, Blister Skin, Hollow Mourne ou Gristle Gore. Au niveau des règles pour ces différentes cours, on y viendra une fois qu'on aura découvert l'entièreté des différents battle scrolls du bouquin. C'est un petit peu comme les chambres pour les Stormcast, c'est un petit peu comme les enclaves pour les Idonettes. C'est vraiment votre trait de chapitre que vous allez pouvoir choisir et qui va donner une façon de jouer à votre armée. Ouais, parce que là, ça va encore plus loin que tu disais les enclaves Idonettes ou ce genre de choses, que ça modifie aussi de manière assez impactante les lignes de votre armée. Par exemple, la Gristle Gore vous permet de prendre les dragons zombies, les terrorgeist en ligne. Donc vous pouvez vraiment jouer une horde de monstres légale avec des lignes. Et donc avoir 5 figurines sur table. Et donc avoir 5 ou 6 figurines et c'est jouable. Ouais. Contrairement à certaines armées où on va avoir que 4, 5, 6 figurines où finalement ça va être assez frustrant, là ça reste quand même jouable et on a les outils on va dire pour soit faire peur, soit pour pallier à certains petits manques. Donc c'est vraiment agréable en tout cas qu'ils aient couvert on va dire quasi 100% des styles de jeu sauf le tir, mais ça c'est vraiment pas mal. Ensuite on va avoir la règle cour de l'illusion, ça fait que si jamais on ne choisit pas une grande cour, on va avant de sélectionner son trait de commandement de son général choisir une des illusions suivantes, à savoir que soit on l'a choisi, soit on jette un dé si on est joueur. Voilà. On l'a choisi donc. Exactement. On va donc pouvoir choisir croiser, ajouter un au jet de course et de charge pour les unités Fleischitter courtes amis. C'est pas mauvais en soi, on regrettera qu'il y ait quand même peu de figurines dans l'armée, voire même quasiment aucune, qui peuvent écourir et charger. Donc en fait, on va bénéficier que du plus 1 à la course qui reste assez anecdotique. Le plus 1 à la charge peut être pas mal dans certaines listes ou avec certains traits de commandement. Vous allez pouvoir faire arriver en profondeur un dragon, ce genre de choses. Ça donne un peu de fiabilisation. Maintenant, pour moi, c'est pas le meilleur. Ok. Chasse royale, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 et de blessure de 1 pour les attaques des unités Fleischitter courtes amis qui ciblent des monstres. Celui-là, je le trouve assez anecdotique parce que des monstres, on n'en rencontre pas non plus énormément à AOS. C'est souvent un par armée max en plus. Ouais, c'est un ou deux, bon, sauf si effectivement on joue contre des Fleischitters qui sortent 4 dragons zombies. Mais pour moi, il est trop situationnel pour être vraiment impactant. Le jour du festin, la cour s'apprête à ripailler. Une fois par tour, vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement frénésie sanguinaire sans dépenser de points de commandement. Bon, bah celui-là, il est extrêmement fort. Hein. L'aptitude de commandement frénésie sanguinaire vous permet, une fois que vous avez tapé, de retaper. Donc en fait, là on parlait des synergies qui transforment n'importe quelle unité en unité vraiment très forte. Vous prenez même une unité moyenne, quand elle tape 2 fois, déjà ça commence à devenir assez costaud. Et c'est une fois par tour, et pas une fois par round. Donc on peut le faire pendant notre tour et pendant le tour de l'adversaire. Donc en fait l'armée est assez dépendante aussi de ses points de commandement. Mine de rien, on va pas spécialement avoir envie de laisser 50 points de côté, parce que l'armée coûte assez cher en termes de points. Donc moi j'adore cette illusion-là. Bon, en plus le jour du festin, voilà, c'est très fluff. Et ça permet de générer beaucoup de points de commandement sans réellement les dépenser. Donc celui-là me paraît vraiment très fort. Encore une fois, même en termes de mind game, c'est intéressant, tu peux l'utiliser sur ton tour adverse, tu es sur de l'activation alternée au moment des corps à corps. Le mec il charge avec 2 unités, il va se poser beaucoup de questions à mon avis. Ouais. Non, c'est vraiment pas mauvais. C'est fluff, tout le monde mange bien. L'aptitude de commandement pour moi est une des synergies principales de l'armée. Cette illusion permet de la rentabiliser au maximum. Ouais. Voilà. Ensuite, autre cours d'illusion, ça va être question d'honneur. L'ennemi doit être châtié. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques effectuées par les unités Fleischitter courtes amis qui ciblent un héros. Si la cible est un général, vous pouvez aussi relancer les jets de blessure de 1. Anecdotique. Alors un tout petit peu moins anecdotique que celui des monstres, parce qu'on rencontre plus de héros que de monstres. Maintenant déjà en soi, c'est pas forcément extraordinaire. Et on vient de voir celle du dessus qui est quand même bien meilleure. Ensuite, on va avoir grand tournoi. Les nobles se battent pour le roi.
Moi, je préfère penser à Jean-Claude Van Damme, mais passons. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des héros fléchiteurs courtes amis qui ne sont pas votre général. Dans certains builds, ça peut ne pas être mauvais. Alors, les héros fléchiteurs courtes sont assez importants pour la synergie de l'armée. Soit c'est des invocateurs purs, c'est-à-dire qui vont créer des nouvelles unités, donc ça c'est en général les rois ghouls, soit c'est des courtiers qui vont recréer des figurines dans les unités. Donc on va quand même jouer pas mal de héros. Et il y a des cours ou des builds d'armée qui vont nous emmener à jouer beaucoup de personnages. Donc pourquoi pas, dans ce type par exemple d'armée monstre, on va jouer des rois ghouls sur des dragons zombies ou sur des terrorgheists, leur faire rejeter une partie de leur dé, c'est quand même pas mauvais. Ensuite, le dernier, défenseur du royaume, le domaine du souverain doit être délivré du mal. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 pour les unités fléchiteurs courtes amis qui ont au moins la moitié de leurs figurines entièrement dans leur propre territoire. C'est de la défense. Ouais, c'est de la défense sur une armée qui peut défendre, maintenant qu'il y a quand même vraiment des mauvaises sauvegardes. Ça c'est une des doléances de l'armée. Donc rejeter les 1, je pense pas que ce sera impactant. Pour moi, compliqué celui-là. Ensuite, une fois qu'on aura choisi sa cour, parmi encore une fois les grandes cours qu'on verra tout à l'heure ou les cours d'illusion, on va quand même profiter d'une aptitude de commandement pour l'ensemble de ces personnages avec frénésie sanguine lors du festin à sonner. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement après qu'une unité fléchiteur courte amie a combattu à la phase de combat pour la première fois et se trouve entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros fléchiteur courte ami ou entièrement à 18 pouces si c'est votre général. Si vous le faites, cette unité peut immédiatement engager puis attaquer une deuxième fois avec toutes ses armes de mêlée. Vous ne pouvez pas choisir de faire bénéficier une même unité de cette aptitude plus d'une fois par phase. Oui, heureusement. Bah voilà, c'est assez fort. Vous aurez de toute manière des héros à portée, ne serait-ce que pour le film No Pain Assis qu'on a vu dans Les Courtisans Immortels. Ça permet de doubler la létalité d'une unité, modulo les quelques pertes qu'elle aura pris. Sachant qu'il y a pas mal de sorts qui boostent les attaques. C'est là qu'on fait des combos qui peuvent monter à plus 8 attaques. Ça, c'est la combo où vous avez un peu les planètes qui se sont alignées, mais c'est pas si dur que ça à réaliser. Et même la ghoul la plus mauvaise, quand elle met 8 attaques de plus, on la sent passer quand même. Donc cette aptitude est clé pour l'armée. Voilà. Donc il faudra la rentabiliser au maximum, donc garder des points de commandement pour s'en servir, ou alors avoir l'illusion du jour du festin. Et même avec ça, ça ne nous en fera quand même qu'un gratuit, les autres, il faudra quand même les payer, sachant qu'on peut en avoir 2 ou 3 qui vont faire ça. Sachant que les points de commandement sont aussi là pour l'invocation. En fait, le garde-fou, il est là. Comment on va utiliser ces points de commandement? Est-ce qu'on va invoquer énormément ou est-ce qu'on va faire taper ces unités 2 fois? Les deux étant bons, ça va nécessiter de faire des choix. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. C'est pour ça que je trouve l'armée équilibrée et bien construite. Carrément. Et enfin, dernière aptitude liée à l'allégeance, c'est l'aptitude de convocation. Voilà, donc ça, c'est les personnages courtiers qui peuvent ressusciter des figurines tuées dans les unités. Ils vont jeter un certain nombre de dés, en général 6, et sur un résultat allant de 2+, à 5+, vous allez recréer des figurines. Donc cette règle dit que les figurines que vous allez recréer, vous devez les mettre en cohérence d'unité, donc à 1 pouce d'une figurine qui était déjà là avant. Mais comme vous les placez une par une, bah, j'en ressuscite une, et après j'en ressuscite une à 1 pouce de celle que je viens de ressusciter, ça marche. Voilà, ça marche pas dans tous les systèmes, là ça marche. Donc ça vous permet de faire des cordons, d'aller chercher des choses. Par contre, le garde-fou intéressant, c'est que vous ne pouvez pas vous servir de ce mouvement-là pour placer une unité au corps à corps, sauf si elle l'était déjà. Donc vous ressuscitez 6 ghouls, ça ne vous permet pas d'aller lock un pack. Par contre, si vous étiez déjà au corps à corps, ça vous permet d'aller faire un petit cordon pour entourer ce pack-là. Donc encore une fois, c'est équilibré. Ils ont pris la protection du garde-fou qui ne permet pas d'aller chercher une figurine et de l'engager. Donc encore une fois, c'est une bonne règle équilibrée qui sera importante pour la synergie globale de l'armée. On a fait le tour des règles d'allégeance, on passe maintenant aux traits de commandement. Il y en a 2 types, royauté pour les héros abhorrentes ou noblesse pour les héros courtisans. Donc en unité abhorrente, vous avez les rois ghouls, donc soit à pied, soit sur dragon zombie, soit sur terrorgeist. Et vous avez la perle du codex qui est l'Arc Regent. Qui est que dans une boîte à 120 euros. Qui est que dans la boîte Carrion Empire. Et ça, c'est vrai que c'est la petite doléance qu'on a par rapport à ça, parce que c'est vraiment la perle du Battle Tome. Et le fait qu'il soit pour l'instant trouvable que dans une boîte qui vaut 120 euros fait un peu côté pay to win. Donc on espère qu'ils vont soit le sortir en figurine individuelle plus tard, soit qu'on fera des conversions, parce que je pense qu'on en jouera au moins un, et peut-être un peu plus. Au niveau donc de ces traits de commandement royauté, on va avoir un semeur de mort. Vous pouvez relancer les jets de blessures pour les attaques effectuées par ce général. C'est le général, c'est pas la monture. Ça reste des vampires, ghouls, musclés, tout ce que tu veux, mais il fera pas non plus si fort que ça, je le trouve moyen. Ok. Mange, chair, frénétique, vous pouvez relancer les jets de touche et de blessures pour les attaques effectuées par ce général s'il y a des figurines ennemies qui ont subi une ou plusieurs blessures à 3 pouces ou moins de ce général. Encore une fois, c'est un petit boost au corps à corps pour un personnage qui va pas forcément y aller. Ils synergisent l'armée parce qu'ils invoquent, parce que leurs sorts sont très importants, parce que leurs traits de commandement sont assez impactants aussi. Ça reste des vampires, ils régénèrent, mais ils sont pas non plus très tanky. Est-ce qu'on va les envoyer au corps à corps? Si on les envoie comme unité de chasse sur une petite unité, un sorcier ou ce genre de choses, ils vont le dépecer de toute manière, ils n'auront pas besoin de ça. En fait, je pense qu'on arrive au même point, c'est-à-dire qu'est-ce que tu préfères buffer un personnage ou est-ce que tu préfères avoir un totem qui ouais, buffer le reste de l'armée? C'est toujours le même problème en général, tu préfères buffer le reste de l'armée.
3. Sauvagerie demande si le jet de touche non modifié pour une attaque effectuée avec une arme de mêlée de ce général est 6, l'attaque inflige 2 touches à la cible au lieu de 1. Effectuez un jet de blessure et un jet de sauvegarde pour chaque touche. Bah, même chose que ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on préfère buffer un personnage de corps à corps qui n'est pas très résistant ou synergiser l'armée? On synergise l'armée. Horreur majestueuse. Si le général est choisi pour être la figurine qui utilise une aptitude de commandement qui invoque des figurines Flesh Eater courtes sur le champ de bataille, il peut l'utiliser sans avoir dépensé de points de commandement. Alors avant que tu t'enflammes, les attitudes de commandement d'invocation ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par partie. C'est le garde-fou, en fait. On dit what the fuck, après on sinon là ce serait dégénéré parce qu'à chaque tour on invoquerait gratuitement. Donc là vous le ferez qu'une fois par partie, mais encore une fois ça économise un point de commandement. Donc, je me répète, mais ça économise virtuellement 50 points d'armée. Bah, c'est pas mauvais. Parce que les aptitudes de commandement, enfin les points de commandement, on va en avoir besoin soit pour la double frappe au corps à corps, soit pour les invocations, soit pour l'immune battle shock. Enfin, il y a beaucoup de choses, on va en avoir besoin. Donc, encore une fois, ça permet d'en économiser un, c'est pas mauvais. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout qu'au moment où tu vas faire ta liste, tu vas te dire, mais attends, tour 1, lui, il va faire ça, il va pouvoir invoquer. En fait, ça te permet de dessiner ton début de game, en fait, avec ce genre de synergie. Ouais, et c'est pas si simple à faire que ça, parce qu'au début, la tentation est assez forte de spammer les unités qui vont en invoquer d'autres. Et en fait, on n'a pas les points de commandement pour le faire, donc ça marche pas. Et si on commence à se dire, mais chaque tour, je vais générer un point de commandement, donc je vais invoquer chaque tour, et on se dit, mais du coup, j'ai plus de points de commandement pour le festin sanguinaire, je vais pas pouvoir taper deux fois. Donc cet équilibre-là, qui honnêtement a été très bien pensé par Games, à mon sens, permet vraiment de se poser des questions et de réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là. On y reviendra tout à l'heure, tu as aussi le décor, mais ça c'est autre chose. 5. Sombre sorcellerie, ajoutez 1 au jet de lancement de conjuration et de dissipation pour ce jet général. Bah, c'est pas mauvais, la magie est assez importante en Flesh Eater courte. C'est rare de pouvoir, ajouter 1 aussi pour la dissipation. C'est rare de pouvoir ajouter 1 sur la conjuration. Voilà, parce que la conjuration c'est le fait d'enlever des Endless Spells de la table. Donc ça c'est une des premières fois qu'on le voit arriver. Il rajoute 1 au 3, sachant que la magie est assez importante. Et qu'on a un artefact, sans faire trop de spoilers, qui fait exactement la même chose, ça veut dire qu'on peut monter à +2 pour lancer les sorts, conjurer les sorts, dissiper les sorts. Ça devient vraiment correct. Quand tu vois certains sorts qui sont sur table sur du 8 et que tu sacrifies des lancements pour les retirer, c'est compliqué. Et que tu n'as pas de bonus pour le faire. Oui, c'est ça. Là, tu as +2 potentiellement, donc c'est sur du 6, c'est moins frustrant. Donc c'est pas mal, surtout qu'on va voir, mais l'Arc Régent, c'est un personnage qui va rester en fond de table. Parce qu'il va buffer, parce que son sort est très important, etc. Donc son impact sur la partie va être lié à sa magie en fait, et surtout qu'il a un sort qui est très très fort. Donc avoir +2 pour le lancer, c'est bien. Ensuite, on va voir complètement délirant, les partisans de ce général voient le monde à travers son regard. Bah, déjà que pour eux, c'est un noble, pour lui ça doit être pire. C'est compliqué. Une fois par bataille, si le général n'a pas été tué, vous pouvez choisir une nouvelle illusion à votre face de héros pour remplacer l'illusion originelle, sélectionnée pour votre armée. Ça c'est bien si vous êtes trompé, que vous avez oublié de prendre l'illusion numéro 3, là, vous vous dites hop je peux réparer mon erreur. Il peut être bien si vous êtes parti sur l'illusion numéro 3 et qu'effectivement vous avez des moments de jeu où vous êtes au corps à corps avec 2-3 héros en même temps ou ce genre de choses. Effectivement, ça peut valoir le coup de faire ça. Maintenant, je le trouve quand même inférieur aux 2 qu'on vient de voir avant. On a fait le tour des traits de royauté, donc destinés aux Abhorrents. On passe maintenant aux héros courtisans. Avec Semeur de mort, vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques effectuées par ce général. C'est le même problème que tout à l'heure. Alors les héros courtisans, vous avez le courtisan ghoul, le courtisan grosse ghoul, le courtisan grosse ghoul volante et le Varghulf. Donc à la rigueur, sur le Varghulf qui tape quand même pas mal, ça peut être bien. Maintenant, pour moi, on ne prendra pas un Varghulf en général. De manière globale, sur ces traits, pour moi, à part à petit format, on ne prendra pas forcément un courtisan en général. Donc j'ai un peu du mal avec la pertinence de ces traits-là. Il y en a des corrects, mais encore une fois, celui-là, on préférera synergiser l'armée plutôt que d'avoir une brute de corps à corps. Ensuite, on va avoir Manchère frénétique. Vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour les attaques effectuées par ce général s'il y a des figurines ennemies qui ont subi une ou plusieurs blessures à 3 pouces ou moins de ce général. Bah, c'est le même que celui de la royauté en fait. Les 3 premiers de la noblesse sont les 3 premiers de la royauté. On va pas faire trop de redites, encore une fois, on synergise pas un perso de corps à corps, on synergise son armée. Yes, ensuite, Sauvagerie demande si le jet de touche non modifié par une attaque effectuée avec une arme de mêlée de ce général est 6. L'attaque inflige 2 touches à la cible au lieu de 1. Effectuez un jet de blessure et un jet de sauvegarde pour chaque touche. Même chose, on préfère. Même chose, blablabla. Par contre, on passe là à l'inédit au niveau des héros courtisans avec brute massive, ajoutez 1 à la caractéristique des blessures de ce général. Sur un Varghulf, à petit format, pas mauvais. Maintenant, je pense qu'il y a mieux derrière. Ensuite, on passe au 5, Cruel Suzerain. Si ce général utilise une aptitude de mobilisation, vous pouvez relancer les dés pour déterminer si les figurines tuées sont restituées à leur unité. Ça peut être pas mauvais. Les ghouls sont ramenés dans leurs unités sur 2+. Donc relancer l'un n'est pas très impactant. Par contre, les unités de chevalier, c'est-à-dire les crit flayers et les grosses ghouls, là, sont ramenées sur 5+. Donc là, tout de suite, ça change beaucoup les stats. En général, vous jetez 6 dés, donc sur 5+, vous en ramenez 2. Avec la relance, vous allez en ramener 1 ou 2 de plus. Ah, ça devient quand même très intéressant à ce niveau-là. Sur une chose sur 2. Là, ça devient bien.
Acolyte noir, ce général gagne le mot-clé sorcier et peut lancer et dissiper des sorts comme Aberrant Cool King de la charte d'unité Aberrant Cool King. Bah c'est pareil, à petit format, petit format, je trouve que ça, à petit format il est très bien parce que vous n'aurez pas forcément le choix de prendre un courtisan ou un Ghoul King. Le Vargulf a vraiment sa place, ou même un courtier classique a vraiment sa place dans une liste à petit format, et vous allez vous priver d'un sort qui est assez impactant, ou même de la capacité de dissiper des sorts. Donc à ce niveau-là, il est pas mauvais celui-là. Voilà. Donc pour moi, les choix, c'est entre le 5 et le 6. J'aime bien en tout cas, là on vient de voir les 2 traits de commandement, et on se rend déjà compte aussi de l'importance des personnages au sein d'une armée de ghouls, qui est encore une fois une cour autour d'un suzerain. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment bien rendu à ce niveau-là. C'est le roi, c'est moi, j'invoque, j'ai quelques courtisans qui vont faire des petites invocations, mais le roi, c'est moi. Ça rend bien l'affaire. Voilà. Il fera bien l'affaire. Donc vous avez besoin en fait d'un bon général, vous avez besoin des synergies de l'armée, et il y a quand même des traits qui sont assez intéressants, soit pour aider à passer la magie, soit pour aider à faciliter les invocations. Voilà. On enchaîne ensuite avec une bonne surprise, toujours dans les traits, avec les traits de monture, puisque pour chaque héros qui a une monture, vous pourrez lui donner un trait de monture. La particularité, c'est que vous allez en avoir un gratos au début de game, et si jamais vous jouez des bataillons, vous en aurez aussi un gratos. Ça fait que vous allez avoir pour chaque bataillon 2 traits en plus. Enfin, vous avez un artefact et un trait. Yes. Et un point de commandement, et moins de pause, et ils sont pas mal. C'est divisé en 2 familles, on va avoir les traits pour les Terror Guests et les traits pour les dragons zombies. Il y a énormément de doublons, enfin de traits qui s'appliquent aux 2. On commence par mortellement rapide, cette figurine peut courir et tirer au même tour. Alors pour moi, donc celui-là, les 2 longs, le dragon zombie tire quand même moins bien, donc il aurait pu courir et charger, je l'aurais pris pour le dragon zombie, là je le prendrais peut-être pour le Terrorgeist. Parce que pour le coup, encore une fois, c'est un jeu de mouvement, la course et le tir sur le Terrorgeist, ça peut être pas mal. Tu peux avoir des personnages sur Terror Guest, donc il peut auto-claquer les 6, il sera automatiquement apporté pour claquer le 6 de move en plus. Ça rigole pas. Ouais, ça rigole pas. Ensuite, on va avoir Griffe Rasoir qui aussi s'appliquera aux 2 types de montures. Améliorer la caractéristique de perforation des armes de mêlée de cette monture de 1. Et bah c'est pas mauvais en fonction de l'armée que vous affrontez. Si vous commencez à affronter du Stormcast ou du Sylvanette ou de l'Idunette, qui sont des armées quand même assez armurées, le -1 vous êtes content de le prendre. Parce qu'ils ont, ça reste des monstres, hein, donc ils ont déjà une range correcte de base. Et surtout des dégâts multiples, donc chaque blessure qui passera fera plus de PV. Avec ça, ça commence à taper. Et en fait, ils sont bons les traits de monture, il va falloir faire des vrais choix. Et donc celui-là, peut-être qu'on le prendra pas parce qu'il y a mieux, mais en soi, il est pas mauvais du tout. Ensuite, on va avoir Horriblement Infesté, qui est une spécificité au Terror Gas. L'aptitude infestée par cette figurine inflige 3 blessures mortelles au lieu de D3 blessures mortelles. En fait, quand il meurt, son estomac s'ouvre, il y a plein de nuées de chauves-souris qui en sortent. Vous essayerez de pas le perdre déjà, et ensuite mettre 3 au lieu de D3 là-dessus pour une seule fois par partie quand votre monstre est mort, il me paraît un petit peu faible. Il peut faire des bonnes blagues, mais il me paraît un petit peu format. Faible. Petit format, ouais. Ensuite, on va avoir Horriblement Résistant, toujours pareil, il s'applique cette fois-ci aux 2. L'aptitude de sang royal de cette figurine soigne jusqu'à 3 blessures au lieu de D3 blessures. Ouais, celui-là, je le trouve super fort. Bon, on en parlait tout à l'heure, mais on avait déjà des moyens de rendre des PV et tout. Le 3 flat au lieu du D3, je le trouve vraiment très bon parce que si à un moment vous ratez votre D3, vous réussissez un PV, ça va peut-être pas vous permettre de survivre. Par contre, le 3 PV tous les tours, surtout sur un Terror Gas qui va pas forcément aller au corps à corps, pour votre adversaire, ça va vraiment être pénible à gérer. Ça t'évitera peut-être aussi d'aller chercher le sort pour le profil dégressif. Ouais, Parce que 3 PV, tu remontes plus vite. Ça peut aussi ça, mais quand on voit qu'il y a le calice, il y a ces 3 PV là, vous pouvez avoir un gars qui se retrouve à 2-3 PV et puis 2 tours plus tard, il est full. Voilà. Et ça peut être un peu frustrant pour l'adversaire, mais comme on veut synergiser les gros persos comme ça, il est pas mal. Ouais, carrément. Spécificité Terror Guest, effroyable morsure. Vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les attaques de râtelier de croc de cette monture. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est une attaque qui fait hyper mal, parce que si vous faites 6 pour toucher, elle fait 6 blessures mortelles directes. Et il rigole pas le truc quand il vous mord. Maintenant, je préfère soit la régène, soit le cri plus fort. Ça reste un monstre qui doit tenir et tirer. Mais ça reste fort. Dernière spécificité du Terror Gas, c'est hurlement dévastateur. Le cri mortel de ce Terror Gas peut vaincre les adversaires les plus courageux. Ajoutez 1 à chaque valeur de cri mortel dans le tableau des dégâts de cette figurine. Ouais, celui-là, je le trouve très fort. Surtout combiné avec les -2 en braverie, les -3 en braverie. C'est comme si vous mettez. Voilà, c'est une mortelle stat en plus à chaque fois que vous allez tirer. Je l'aime beaucoup. Moi, j'ai l'hésitation entre le 3 PV cash par tour et ça. On se dirige maintenant vers les traits spécifiques aux dragons zombies avec le souffle funeste. Vous pouvez relancer les jets de blessures pour les attaques d'haleine pestilentielle de cette figurine. Il blesse bien. Je pense qu'on préférera soigner de 3 PV plutôt que de relancer un GA de plus. Ensuite, on va avoir Croc nécrotique. Vous pouvez relancer les jets de caractéristiques de dégâts de la gueule claquante de cette figurine. Il est pas mal aussi dans une optique corps à corps. Le dragon zombie va quand même plus aller au corps à corps que le Terror Ghast. C'est dégâts D6, donc il y a une grosse variance. Là, vous la fiabilisez un petit peu, donc pourquoi pas celui-là. Et enfin, mon chouchou, la mort vient du ciel. Cette monture s'élève au-dessus de l'armée de son maître avant de fondre sur l'ennemi. Au lieu de placer cette figurine sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et déclarer qu'elle s'élève dans les airs en réserve
Si vous le faites, vous devez déployer cette unité sur le champ de bataille à la fin de votre première phase de mouvement à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. J'aime bien parce que ça permet d'aller mettre rapidement en position sur, enfin pas loin d'un objectif ou dans le dos de l'adversaire, une unité qui est quand même assez impactante. Je regrette juste que ce soit forcément au premier tour qu'il arrive. Voilà, j'aurais préféré avoir la latitude de le garder jusqu'au tour 2 ou au tour 3. Parce qu'au premier tour, votre adversaire, normalement, il a bien blindé sa zone, vous ne trouverez pas forcément d'espace. Voilà. C'est ça qui est un petit peu gênant, maintenant ça reste très correct. Il y a deux choses en fait par rapport à ça. La première, c'est malheureux, mais les dragons, contrairement au Terrorghest, tirent pas à 10 mais tirent à 9. Là, tu as plus 9, donc tu l'as C'est foncièrement ça, dans le donc pion. là, il ne peut pas arriver et tirer. Ouais. Yes, il n'y a pas de fiabilisation de charge, on l'a vu tout à l'heure, ou alors ça va te nécessiter soit de sacrifier des traits, en fait ça va nécessiter d'aller vers le fait de booster un seul et unique personnage. Et on l'a dit tout à l'heure, mais on préfère en général synergiser l'armée. Tu as raison, en termes de ressources, points de commandement, traits généraux, etc., ça va coûter assez cher pour faire ça. Voilà. Et ça reste un vampire sur dragon zombie, mais il ne retournera pas une armée tout seul. Donc c'est un petit peu compliqué. Et ce que tu disais, c'est vrai, malheureusement, le fait qu'il ne puisse pas arriver et tirer. Sur un Terrorghest, on l'aurait peut-être pris parce qu'elle arrive, elle tire. Là, en fait, elle arrive, elle tire. Ça te permet du sniping, donc il y a du skill derrière de voir, de voir une faille et de rentrer dans cette brèche. Ça te permet aussi en fait d'assurer la rentabilité d'une figurine qui vaut un certain coup en point. Là, c'est pas le cas. Non, là, c'est pas le cas. Parce qu'il vaut 440 quand même. Le fait qu'il puisse pas tirer, qu'il puisse rater charge derrière, vous l'exposez, ça devient compliqué. Tu nous as parlé pour introduire aussi les deux types entre les héros abhorrentes et les héros courtisans. Là, on passe aux artefacts de pouvoir et c'est exactement la même chose. On va avoir donc deux familles d'artefacts. On commence par les trésors royaux destinés aux héros aberrantes. Il y en a 12 au total, je vais aller très très vite pour les lire. On commence par chevalière de la première cour. Si les jets de blessure non modifiés pour une attaque effectuée avec une arme de mêlée du porteur et 6, ajoutez 1 aux dégâts infligés par cette attaque. Ceux qui vont mourir te saluent, non. Ok, broche d'esquisse, soustrayez 1 au jet de lancement pour les sorciers ennemis tant qu'elles sont à 18 pouces ou moins du porteur. Ouais, c'est un peu compliqué, votre personnage sera assez loin en général. Le 18, vous y serez peut-être pas toujours. Et le -1 est pas assez impactant. Ok. 3. Calice du fleuve de sang. Une fois par bataille au début de votre phase des héros, le porteur peut utiliser cet artefact. S'il le fait, soignez jusqu'à 6 blessures allouées au porteur. Celui-là, il est vraiment pas mal sur un perso sur Terrorghest ou sur Dragon Zombie, vous avez envie de le sauver. Alors c'est l'équivalent des personnages classiques vampires dans Legion of Death qui eux l'ont automatique. Là, vous devez passer par un artefact pour l'avoir. Mais honnêtement, c'est quand même des persos qui sont assez résistants, durs à tuer. Vous commencez à récupérer 4, 5, 6 PV. Commence à être bien. Vous faites un, vous êtes triste, mais celui-là, il se joue, je pense. Et en plus, on le verra tout à l'heure, mais ça se combine aussi avec d'autres méthodes pour régénérer. Et quand tu vois ce genre de figurine qui peut avoir plus de 10 PV, ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir Ghast Guirlande, soustrayez 2 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles se trouvent à 6 pouces ou moins du porteur. Et ça fait plus chier. Et d'habitude, j'aime pas ce genre de trait. Là, je le trouve vraiment très très fort. Pour moi, c'est mon préféré. Déjà, vous avez le tir de l'armée est basé sur la braverie de l'adversaire, que ce soit les Terrorghest ou les Flayers. La braverie moyenne, c'est 7. Et par exemple, les Flayers, ils jettent 2 dés et ils la comparent à la braverie. Donc en moyenne, stat, ils vont faire 7 aussi. Donc en temps normal, ça ne fait rien. Là, déjà, l'adversaire a braverie 5. Donc il prend 2 blessures mortelles à chaque fois. Et en plus, vous avez d'autres occurrences de -1 dans l'armée qui vous permettent de la descendre quand même assez bas. Vous pouvez aller chercher un -3 assez facilement. Du coup, je le trouve vraiment très fort celui-là. Ensuite, cape de peau, ajoutez 1 au jet de lancement de conjuration et de dissipation pour le porteur. C'est exactement la même chose que le trait de commandement, donc ça vous permet d'avoir un personnage qui a +2 pour lancer, conjurer, dissiper. Si vous prenez l'un, vous prenez l'autre avec, parce que le +1 tout seul, ça reste bien, mais c'est pas extrêmement impactant. Donc 1, ça lisse pas les stats, 2, voilà, ça lisse les stats. 2, ça devient vraiment très fort. 6, cœur du garde-grande. Une fois par bataille au début de la phase de combat, le porteur peut utiliser cet artefact. S'il le fait, vous pouvez relancer les jets de blessures ratés pour le porteur et sa monture. Ça, c'est important que c'est précisé, et sa monture. Ouais, parce que sinon ça marcherait pas, en fait, les artefacts ne touchent pas les montures. Là, du coup, ça fonctionne. Sur un personnage sur Dragon Zombie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si je pense que je préfère quand même la guirlande ou la cape de peau ou le calice. Donc je le mettrai en 4e position, mais à format correct, avec un perso assez impactant dans la cour qui va lui permettre de se téléporter, pourquoi pas. Ensuite, on passe à Noble Héritage, qui sont spécifiques aux héros courtisans. Os des Lamentations, choisissez une des armes de mêlée du porteur. La caractéristique portée de cette arme passe à 3 pouces. Ça va permettre à votre courtier de se battre derrière ses rideaux de ghouls et de mettre ses 3 attaques pas extraordinaires cachées derrière. Sur un Vargulf, pourquoi pas? Sur les autres personnages, ils sont pas là pour taper, ils sont plus là pour ressusciter, donc c'est un peu léger. Ensuite, on va avoir Médaille de Folie. Une fois par round, le porteur peut utiliser une aptitude de commandement de sa charte sans dépenser un point de commandement et il est traité comme s'il était le général quand il le fait. Il n'est pas mauvais, encore une fois, ça permet d'utiliser des points de commandement gratuits sans avoir à les payer. Là, c'est pas une fois par bataille, c'est une fois par round, donc on va pouvoir le faire plusieurs fois. C'est correct.
Celui-là, il est très Et correct. tu passes aussi à 18 pouces. Hein. Et tu passes aussi à 18 pouces. Ouais. Quand tu vas jouer une armée, tu vois ce que je veux dire, avec pas beaucoup Ouais. d'unités, ça peut être très intéressant d'avoir des belles bulles pour aller les pour, Non, pour celui-là, donner des buffs aussi sur les objets. c'est ça. Non, celui-là, il est pas mal. On pense surtout à l'aptitude de commandement, encore une fois, qui permet de faire taper 2 fois. Bah, encore une moyen de l'avoir gratuitement. Ouais. Ensuite, le pénon écorché, vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités fléchiteurs courtes amis entièrement à 12 pouces ou moins du porteur. Dans certains builds, les listes monstres ou les listes d'infanterie volante, vous avez joué beaucoup de flayers, il va être important celui-là. Donc en général, ces listes-là vont se construire autour d'un bataillon qui les synergise pas mal, donc vous aurez un deuxième artefact, et je pense que vous irez chercher celui-là. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un codex qui va quand même peiner par l'utilisation des points de com, où tu seras systématiquement partagé entre le fait de taper 2 fois et ainsi de suite. Le fait de se dire que c'est la seule fiabilisation gratuite de charge, bah c'est bien, parce que ça t'économise des PC. Ah non, c'est ça. En plus, on se rappelle qu'il y a quand même un moyen d'aller chercher un +1. Et ben on arrive à charge à 8 relançable, ça commence à devenir assez fiable. Exactement. Donc dans certains builds d'armée, ouais, ce sera bien. 4 baguettes charognards. À votre face des héros, le porteur peut tenter de lancer le sort très magique comme s'il était un sorcier. Si le porteur est un sorcier, ajoutez 1 au jet de lancement quand il tente de le lancer. C'est un artefact pour faire une mortelle sur du 5. Autant le trait qui permettait de se transformer en sorcier, mais d'avoir les soldes du Ghoul King, je le trouvais très bien. Autant celui-là, juste pour lancer Arcane Bolt, bon, il y a mieux quoi. Le vêtement de chair, celui-là est cool. Soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 3 pouces ou moins du porteur. Alors un tout petit peu plus dur à placer parce que celui du roi c'était 6 pouces, mais c'est le roi. Lui c'est le courtier, donc c'est que 3 pouces. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'il aille au corps à corps pour l'activer. Maintenant, en jouant bien et en arrivant à le faire, vous arrivez quand même sur un -3. Et là, les Terrorgeist ou les Flayers, ils commencent vraiment à faire très très mal. C'est marrant parce que je disais, ouais, mais 3 pouces, ça t'oblige à t'impacter et tout ça. Déjà, tu l'as dit, mais les gens vont être obligés de venir te chercher. Ouais. Et ça, c'est vrai. Ou aussi, en fait, justement, tu parlais des petits tricks où en fait, tu mets ton Terrorgeist ou n'importe quoi et tu mets une rangée de ghouls entre les 2,9 et les 0 pouces. Ouais, c'est ça. Et ça te permet de ne pas te faire taper tout en étant à portée et tu pourras tirer aussi au tour d'après. Ouais, ça marche pas mal sur les courtiers ghouls notamment parce qu'ils sont petits, donc vous les cachez derrière vos ghouls. Votre adversaire impacte vos ghouls, lui il est à 3 pouces derrière, donc il est au corps à corps, à moins d'avoir des adversaires qui ont range 3, ce qui est quand même très rare, il vous tape pas dessus. Vous tapez pas non plus, mais c'est pas grave, il est pas là pour ça, mais vous commencez à mettre le -1 en avril. Et là sur le Terrorgeist, c'est quand même un gros buff. Ensuite, on va avoir le décanteur bilieux, le fluide de cette flasque immonde empli de rage, celui qui la boit. Perrus, SPA. Pour les fans. Une fois par bataille au début de la phase de combat, le porteur peut utiliser cet artefact. S'il le fait, ajouter 2 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur à cette phase. Encore une fois, ça synergise pas, non, justement, ça renforce un personnage, plutôt que de synergiser l'armée de manière globale. Le +2 est pas assez impactant, parce qu'en plus c'est pas un roi, ça reste un courtisan, même s'il y a des courtisans qui frappent fort, je suis pas fan. Ensuite, on passe au domaine de magie, au domaine de la folie. Il y a 6 sorts, on commence par Tempête d'os qui a une valeur de lancement de 5. S'il est manifesté avec succès, jetez 1 dé pour chaque unité ennemie à 12 pouces ou moins du lanceur sur 2+. L'unité subit une blessure mortelle. Ouais, ça met des Arcane Bolt un peu partout. Après, il n'est pas très impactant quand même. Faut que vous... Déjà, la portée est assez courte. Il faut que vous ayez plusieurs unités à porter. Voilà, vous allez mettre une mortelle dans chaque pack. Il se lance assez facilement, certes, mais il n'est pas extraordinaire ce sort. Ensuite, on va avoir Host Spectral, qui a une valeur de lancement de 6. S'il est manifesté avec succès, choisissez une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins et visible du lanceur. L'unité choisie peut voler jusqu'à votre prochaine phase de héros. Si elle peut déjà voler à la place, elle peut courir et charger au même tour jusqu'à votre prochaine phase de héros. Si le jet de lancement était de 10 ou plus, vous pouvez choisir jusqu'à 3 unités amies plutôt qu'une. Alors sur les unités qui ne volent pas, c'est pas extraordinaire. Ça peut certes permettre de faire voler des ghouls pour aller chercher des objectifs ou ce genre de choses, mais pour moi je le trouve pas très très bon à ce niveau-là. Surtout l'advance charge. C'est sur l'advance charge, sur les flyers ou sur les dragons zombies, mais principalement sur les flyers pour moi, que je trouve vraiment fort à ce niveau-là. Parce que c'est des unités qui bougent bien. Dans une des grandes cours, on peut les faire bouger encore mieux, en leur donnant 2 pouces de mouvement supplémentaire. Du coup, l'advance charge, encore une fois, on peut claquer un CP, même si ça devient dur de claquer des CP, on peut claquer un CP pour bouger H6, on peut vraiment aller très loin. Donc dans ce type d'armée-là, ce sort me paraît assez bon. Carrément. Ensuite, Vigueur monstrueuse qui a une valeur de lancement de 5. S'il est lancé avec succès, choisissez un monstre flash hitter courte ami à 24 pouces ou moins invisible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase des héros. Lorsque vous cherchez une valeur sur le tableau des dégâts du monstre choisi, il est traité comme s'il avait subi 0 blessure. Ouais, c'est un Nika. Ouais, voilà. Dans ton cul, le tableau dégressif. Ouais, franchement, ça c'est fort dans les listes monstres. Les Terrorgeist qui sont basés, enfin leur tableau dégressif fait assez mal parce que ça touche leurs mouvements, leurs cris et leurs attaques au corps à corps. Donc c'est assez violent. Donc celui-là, ça permet de dire, bah voilà, tu l'as pas vu arriver, petit sort, c'est pas un CP ce coup-ci, c'est un
Petit sort, mon Terrorghast il retire à plein effectif. Et du coup, bah, tu pensais qu'il allait te faire une mortelle, mais il t'en fait 6. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on l'a vu juste avant, mais on a moyen de faire passer des héros pour des sorciers. Et typiquement, c'est le sort que, gratos, pour ton trait ou pour ton artefact, tu diras, bah, tu sais quoi, lui, il a ses cadeaux, même à un PV, il est capable de te donner des Et on voit vraiment que même les domaines de sort rentrent encore dans la spécialisation de la liste. On a le sort d'avant qui va bien marcher sur les Flayers, celui-là va bien marcher sur le build avec des Terrorghast ou avec des dragons zombies. Donc ils sont allés jusque dans les sorts. Ah, c'est vrai. Voilà. Ensuite, on va avoir Suaire de Miasme qui a une valeur de lancement de 5 s'il est manifesté avec succès. Choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du lanceur et jetez 3 dés. Pour chaque 5+, l'unité subira une blessure mortelle. De plus, si vous avez obtenu un double, soustrayez 1 au jet de touche pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase des héros. Si vous avez obtenu un triple, soustrayez 1 au jet de touche et de blessure jusqu'à votre prochaine phase de héros. Bah, il est pas mal parce qu'en fait c'est un Arcane Bolt en mieux. Parce qu'il est 18 pouces, donc comme l'Arcane Bolt, il a une valeur de lancement de 5, comme l'Arcane Bolt. En stade, vous faites une blessure mortelle. Si vous le craquez, bah, vous en faites 2, voire 3 si vous avez vraiment beaucoup de chance. Et le petit effet qui se coule du -1 pour toucher, il est pas mal. Il est pas mal. Alors tu vois, j'entends ce que tu dis, et c'est vrai en fait, il est aussi bien qu'un Arcane Bolt le fait est, qui te fait choisir déjà ce sort. Oui, mais... Alors qu'un Arcane Bolt, tu l'as en plus. Ouais, alors je pense que ça va dépendre du nombre de sorciers dans la liste. Si on en a un, on n'ira pas chercher celui-là. Maintenant, les persos vampires, c'est-à-dire les Ghoul Kings, sont tous des sorciers. Donc au bout d'un moment, comme on peut choisir plusieurs fois le même sort, mais que ça baisse l'intérêt à chaque fois, peut-être que celui-là on pourra aller le chercher. En tout cas, il est mieux que le premier par exemple. D'accord. Ensuite, on va avoir Transformation Démente qui a une valeur de lancement de 6. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité amie avec une caractéristique de blessure de 6 ou moins et qui est entièrement à 24 pouces ou moins visible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase des héros. Ajoutez les caractéristiques de blessure de l'unité choisie à sa caractéristique de mouvement. Donc, si c'est une figurine qui a 6 PV et qui bouge de 10, pourra bouger de 16. Et si c'est une figurine qui a 10 PV et qu'elle bouge de 10, elle pourra bouger de Ça marche pas. 16. Voilà. Il y avait un piège là-dedans. Ça marche pas. Il y avait un piège là-dedans. Heureusement qu'ils ont fait ça parce que sinon ça aurait permis de doubler presque le mouvement des Terrorghast qui ont 14 PV qui auraient Qui bougé. tirent à 10, Ouais, ouais, ça aurait été, là ouais, ça aurait été ouais. compliqué. Mais encore une fois, sur les hordes d'infanterie, parce que sur les ghouls ça leur rajoute un mouvement, c'est pas terrible. Sur les Flayers qui ont 4 PV chacun, ça leur rajoute 4 de move. Ça commence à devenir vraiment très impactant. Il tire à 10 en plus. Et il tire à 10. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup ce sort dans ce build-là. Dans les builds type horde de ghouls, vous le jouerez pas. Horde de monstres, vous le jouerez pas parce que personne serait éligible. Mais dans les unités d'infanterie monstrueuse avec les Flayers ou les grosses ghouls, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est un jeu de mouvement. Plus 4 en mouvement, c'est quand même très très correct. Ah, carrément. Ensuite, on va avoir Orgie de sang qui a une valeur de lancement de 7. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins et visible du lanceur et une unité fléchiteur courte amie à 6 pouces ou moins de l'ennemi. L'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. Si le lancement était de 10 ou plus, alors elle subira D6 blessures mortelles. Ensuite, pour chaque blessure mortelle infligée à l'unité, vous pouvez soigner une blessure allouée à un ami. C'est l'équivalent Flèche Eater courte du sort Ville Transfert des Légions of Nagash, qui est un bon sort qui est souvent joué. Il est souvent joué dans les listes Nagash ou dans les listes avec Arcane, qui est des gros persos qui ont besoin de se soigner. Là, effectivement, on voit que le Calice soigne un des 6, le personnage de base va soigner un des 3, voire 3 directement. Et avec ce sort, il peut encore continuer à soigner. Ça reste des vampires sur des dragons sur des Terrorghast qui sont assez résistants. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est pas un de ceux que j'irai chercher en premier. Parce que la transformation démente ou l'host spectral, qui sont 2 sorts de mouvement, sont au-dessus. Mais il est pas mal. On a fait le tour des traits d'allégeance, des traits de commandement, des artefacts, du domaine de magie et aussi des traits de monture. Et c'est plutôt positif parce que pour l'instant, on est vraiment dans ce qu'on voulait voir dans l'ADN des Flèches Turco, c'est-à-dire le charisme autour des personnages. Ouais, on est vraiment là-dedans. Ça va être renforcé par ce qu'on va voir juste là, parce que leur décor, c'est un trône. L'armée est basée sur les personnages en termes de fluff, en termes de règles et en termes de synergie de jeu. Donc ils ont quand même vraiment fait du beau boulot là-dessus. On ressent vraiment le côté court et c'est moi le roi. On enchaîne donc, comme tu viens de le dire, avec le charnel trône, qui est un paysage. Donc en gros, vous avez le droit gratuitement d'en avoir un. Il y a certaines petites spécificités qui font qu'il ne peut pas être à côté d'un décor ou d'un objectif. Ça, c'est la base. Personnellement, quand je l'ai vu, j'étais super déçu. Ouais, c'est un trône en machin. Déjà, le fluff, je le trouve vraiment positif, puisque pour les gens, c'est un trône en or. Et derrière, en fait, ça va encore une fois confirmer le fait que c'est un trône et que vos personnages vont devoir rester à côté. Sous-entendu, c'est vraiment... Il faut les poser dessus. Ils sont assis, ils survolent la table et ils font ta gueule. Tu vois, ouais, c'est ça. Alors en termes de jeu pur, vous le placerez en dessous, parce que ça évite qu'ils perdent du mouvement pour le descendre. Mais c'est vrai que pour faire une partie un peu plus jolie, un peu plus cinématique, on le posera sur le trône. C'est quand même très stylé d'avoir un arc régent sur son trône comme ça. Jusqu'à présent, on trouvait tout très équilibré. Là, il y a un petit truc qui nous fait un peu peur. On va y venir justement. Donc, au niveau des règles, on va avoir marque arbre, monument. Sous-entendu, on va devoir traiter le paysage de façon exaltante
pour les figurines amis et sinistre pour les figurines ennemies. Ça sera donc ajouté à la caractéristique de bravoure des unités tant qu'elles sont à 1 pouce ou moins d'un ou plusieurs éléments de terrain exaltant, et sinistre, donc pour l'ennemi, soustrayez 1 à la bravoure si elles sont à moins de 1 Alors, pouce. ça c'est très fluff parce que comme je disais c'est un trône en or, donc les ghouls, le trône en or, donc on est content, donc j'ai 11 en braverie. Et l'adversaire, il se dit, mais c'est un trône en os dégueulasse, donc Ils sont cons. j'ai moins 1. Ils le voient pas. Par contre, honnêtement, je pense pas que votre adversaire va arriver à moins d'1 pouce de votre charnel trône, parce que s'il y vient pour venir se mettre son moins 1 en braverie, ça commence à être dur. Sauf à charger votre roi ghoul qui est au-dessus. Et là, en général, ça va être pour le sniper. Voilà. Je veux bien prendre le moins en bravoure. Voilà, là c'est sûr, ouais, si tu peux aller le chercher, t'y vas. Mais grosso modo, le plus 1 est sympa, bon, vous êtes une armée d'aise, vous avez braverie 10, hein, donc c'est pas forcément le truc le plus important. C'est la suite qui est forte. C'est la suite qui est même problématique par rapport à son interprétation, puisqu'on va avoir la règle seigneur de tout ce qu'il voit. 1, UN, c'est là où ça va faire la différence, Abhorrent Arc Regent, qui est à moins de 1 pouce ou moins de cet élément de terrain, peut utiliser l'aptitude de commandement convoquer la garde impériale sans dépenser de points de commandement. De plus, un Abhorrent Ghoul King, qui est à 1 pouce ou moins de cet élément de terrain, peut utiliser l'aptitude de commandement convoquer les hommes d'armes sans dépenser de points de commandement. Avant que tu parles de l'aptitude, il faut quand même préciser qu'en anglais, c'est un, sous-entendu, un, mais de façon indénombrable. Sous-entendu, c'est pas un seul, c'est la figurine qui est de ce type-là. C'est pas one, ou même des fois dans le Battle Tome, dans celui-là ou d'autres, il y a carrément le chiffre écrit 1. Là, on a plus l'impression que c'est un pronom indéfini, ce qui nous fait penser que peut-être que ça se spam, et que si on a 3 arcs régents autour du charnel trône, les 3 peuvent le faire. Et là, ça commencerait à devenir un petit peu dégénéré. Parce tu perds que le garde-fou dont tu parlais Ouais. tout à l'heure, qui est le point de commandement. Ouais, alors sur le Ghoul King, c'est que le Ghoul King à pied, parce que c'est l'aptitude de commandement des hommes d'arbre, il n'y a que le Ghoul King à pied qui l'a. Les Ghoul King sur Dragon Zombie ou sur Terrorghast l'ont pas. Donc ça, même si ça se spammerait, ce serait un petit garde-fou à ce niveau-là, parce que les hommes d'arbre, c'est 10 ghouls. Voilà. Par contre, l'arc régent, il peut invoquer un courtier, donc un Vargut courtier par exemple, qui vaut 160 points. Il peut invoquer 3 flayers ou 3 horreurs, 170 ou 160 points, ou il peut invoquer 20 ghouls. Et là, la tentation sera assez grande de le spammer et de les mettre tous autour du trône et d'invoquer énormément de points en début de partie sans avoir à dépenser de points de commandement et donc de casser le fameux équilibre dont on parlait. Donc on a un problème sur le wording, on allait le voir en anglais, ça nous a malheureusement pas trop aiguillé, on va espérer avoir une fac qui va clarifier ça, et très honnêtement pour l'équilibre global du Battle Tome que je trouvais jusqu'à présent très très bon, j'espère que ça va être limité à une fois. En tout cas, pour en revenir sur ce décor, il est super positif, aussi bien au niveau visuel, il s'intègre parfaitement à l'armée, et au niveau du style de jeu, bah franchement, il n'y a rien à dire, c'est gratuit, vous le prenez, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un bon décor, c'est un bon décor. C'est pas la pierre des Hardes, mais c'est au-dessus du Loon Shrine. Donc ouais, il se situe plutôt bien dans la moyenne actuelle. On va un petit peu déroger à l'ordre du bouquin, puisqu'on va zapper les cours et les War Scroll Battalion, puisque ça on les verra une fois qu'on aura vu justement l'entièreté des profils. On rentre donc tout de suite dans le dur de l'armée avec l'Abhorrent Ghoul Kind sur Royal Terrorghast. On va vraiment rentrer dans le détail du profil, puisque ça nous permet aussi de découvrir le profil du Terrorghast. Ouais. Ici en l'occurrence, l'Abhorrent Ghoul King vaut 400 points, il a 14 points de vie, une bravoure à 10, une sauvegarde à 4 et un mouvement qui va dépendre de ces différents paliers. Ici, on va s'attaquer uniquement dans sa version full point de vie. On l'a vu tout à l'heure, il y a des petits moyens de systématiquement le considérer comme étant full point de vie. Il va donc bouger de 14. Il va avoir comme arme de projectile un cri mortel d'une portée de 10 pouces, qui va donc avoir une portée de 10 pouces, ça va être un cri. Là pour le coup, pas jet de touche, de blessure, de perforation, de dégâts. C'est ultra spécifique à cette figurine là. En gros, tu vas jeter un D6, dépendamment de la valeur de points de vie de cette figurine actuelle, tu vas avoir un bonus à ajouter. Ici, si tu es plein potentiel, ça va être directement 6, donc un D6 plus 6, diminuer la bravoure, et la différence entre les deux, ça sera des blessures mortelles infligées. On l'a vu tout à l'heure, tu as énormément de moyens de diminuer la braverie, et c'est pour ça que là ça devient très fort. Quand on synergise pas, on va dire qu'on fait 3 sur le D6. Le 3,5, ça va être un peu compliqué. Donc ça fait 9. Sur une braverie moyenne de 7, vous mettez 2 mortels. C'est pas fou. Après, on se dit que le 6, on peut le transformer en 7 avec le trait de monture qui donne plus 1. Et on met moins 2 à l'adversaire. Donc déjà, vous arrivez à 7 plus votre 3, vous faites 10. Votre adversaire, il a plus que 5 en braverie. Vous lui mettez 5 blessures mortelles cash. Là, ça rigole tout de suite beaucoup moins. Surtout que c'est son tir. Derrière, il va avoir en arme de mêlée serre, écro, sanguinolent, 5 attaques, 3+, moins 1, 1. C'est pas déconnant. Ouais. Griffe de squelette, 4 attaques quand tu es plat potentiel, 4+, 3+, moins 1, D3. Et râtelier de croc, 3 attaques en 4+, 3+, moins 2, D6. Et c'est là que si tu fais 6 non modifiés pour toucher, tu mets 6 mortels cash. Ouais. Comme ça. Voilà, comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Abhorrent Ghoul King sur Terrorghast, il vaut 400 points. Le Terrorghast, il vaut 300 points.
Donc en fait, les 100 points pour prendre le perso qui est au-dessus, dont on va voir les règles qui arrivent derrière, c'est pas très cher. Le Terrorgeist est une bonne unité. Si on a le budget pour aller le chercher avec le roi vampire dessus, c'est pas pour les 5 attaques 3+3+, reine -1, dégâts 1, ça change pas grand chose. C'est pour le sort aptitude de commandement. Je pense qu'on ira le chercher en général quand on n'en joue qu'un. Par contre, quand on commence à en jouer 2-3, le Terrorgeist tout seul, il n'est pas du tout déconnant, quoi. Pour juste parler des aptitudes déjà du Terrorgeist, on va avoir infesté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En gros, quand il meurt, on va regarder des unités qui sont à 3 pouces, amis ou ennemis d'ailleurs, Ouais. et elles subiront des 3 blessures mortelles. Ensuite, là, on va s'attaquer aux aptitudes qui font que ça ne concerne uniquement l'Aberrant Ghoul King. Déjà, c'est le fait qu'à votre phase d'héros, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine. C'est sans royal. Le Ouais. Terrorgeist ne l'a pas. Et Non. ensuite, au niveau de la magie, c'est un sorcier de niveau 1 qui va pouvoir tenter de lancer et dissiper un sort, qui va connaître en plus de très magique bouclier mystique le sort Vitalité Sacrilège, qui a une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez une unité fléchiteur courte, ami visible du lanceur et entièrement à 24 pouces ou moins de lui, jusqu'à votre prochaine phase de héros. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure à cette unité. Sur un 5, le dégât sera annulé. Ouais, je trouve ce sort très fort. Je trouve ce sort même presque indispensable. Et j'ai envie de dire, quel que soit le build que vous faites. Si vous jouez une horde de ghouls, la ghoul, qui n'a pas forcément une très bonne save, elle va se retrouver avec cette espèce d'invulnérable à 5, sachant qu'elle peut aussi avoir son invulnérable à 6, logique de l'armée si on a bien fait ses bulles. Donc ça commence à devenir dur à gérer. Sur un monstre, mine de rien, ça lui rajoute un tiers de PV. Ils en ont quand même 14, ils régènent de D3, voire de 3. Voilà, et même sur des grosses unités d'horreurs ou de flayers, ça fait 33% de PV en plus. Ce sort me paraît vraiment très impactant et très important dans une armée qui n'est pas réputée pour avoir une très bonne tankiness et qui a des mauvaises sauvegardes. Par contre, ce sort-là, ça change un peu ça. Donc pour moi, il est quasiment indispensable et c'est le seul personnage qui l'a. Surtout qu'on s'y lie aussi à convoquer la garde royale, qui va être son aptitude de commandement. On en parle depuis tout à l'heure. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de votre phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez une figurine amie possédant cette aptitude de commandement et ne l'ayant pas encore utilisée pendant cette bataille. La figurine choisie invoque une unité de jusqu'à 3 chevaliers sur le champ de bataille. L'unité invoquée, et ce sera donc la même méthode d'invocation pour l'ensemble pour du tout le bouquin, monde, entièrement à 6 pouces ou moins d'un bord de table et à plus de 9 pouces de l'ennemi. Mais ça n'a donc pas de portée par rapport au personnage qui l'invoque. Non, ça n'a pas de portée, ça permet quand même des tricks de jeu parce qu'on peut arriver quand même sur n'importe lequel des 4 bords de table. Bon, il y a le fameux garde-fou de 9 pouces de l'adversaire et ça c'est bien. Ils ont tous des aptitudes de commandement, d'invocation assez différentes. Tout le monde n'invoque pas la même chose. Lui, il invoque 3 chevaliers, c'est-à-dire 3 horreurs ou 3 flayers, c'est-à-dire 170 ou 160 points. Donc le gars qui vaut 400 points, la différence, 100 points, voilà, les 100 points d'écart entre le Terrorgeist et le roi Ghoul sur Terrorgeist, ces 100 points-là permettent d'en invoquer 160 ou 170. Donc quelque part, le personnage se rentabilise presque gratuitement. Lui ne bénéficie pas de l'aptitude du Charnel Throne pour la gratuité de son invocation parce qu'il ne convoque pas les hommes d'armes, il convoque la garde royale. Donc il faudra payer un point de commandement pour lui, mais pour invoquer 3 horreurs ou 3 flayers, je pense qu'on le fera assez souvent. Donc ce personnage a un très bon sort, est quasiment rentabilisé par son invocation par rapport à un Terrorgeist classique. C'est ça en fait. Moi j'en jouerais, je pense, quasiment systématiquement un. En plus la figue pour moi c'est une des plus belles de l'armée. Le Terrorgeist apporte de la latitude parce que le cri nous apporte des blessures mortelles à distance. C'est une très bonne entrée. On enchaîne ensuite avec le deuxième héros qui est l'Aberrant Ghoul King, mais cette fois-ci sur Royal Zombie Dragon. Donc sur Dragon Zombie, c'est plus stylé. Royal. Parce que c'est un roi. Royal. Oui, monsieur. Oui, parce que eux, en fait, leur Terrorgeist et leur Dragon Zombie, contrairement à ceux de Légion Snagash, ils sont royaux. Donc c'est pas le même War Scroll. Déjà, ils ont du sang royal, on l'a vu tout à l'heure et par c'est rapport pas le même War Scroll. Il vaut, lui, un petit peu plus cher puisqu'il est à 440 points. Il va avoir 14 points de vie, une bravoure à 10, une sauvegarde à 4. Un mouvement qui, lui aussi, va dépendre de son nombre de points de vie. Le fait est qu'il va aussi bouger de 14. Au niveau de son arme de projectile, lui, ça va être une haleine et pas un souffle qui va tirer à 9 et pas à 10. Ah, ce qui change beaucoup de choses. Exactement. Lui, par contre, il va toucher à 3, blesser à 2, rend -3, dégâts D6. Ce qui est pas mal non plus en soi. Ce qui est pas mal non plus. C'est moins aléatoire par rapport au dé que tu vas faire, même si c'était mais D6. faut toucher, faut blesser. Bon, Rennes -3, normalement l'adversaire a plus de sauvegarde, mais s'il en a une, il peut encore essayer de la réussir. Et c'est dégâts D6. Alors que le copain Terrorgeist, il balance. C'est cash en plus. Les blessures mortelles sont cash, il n'y a pas de touche, il n'y a pas de sauvegarde, rien du tout. Donc il tire quand même moins bien. Après, il frappe plus fort au corps à corps. Ensuite, on va retrouver les Cerecros sanguinolents, donc 5 attaques, 3+3+, -1, c'est anecdotique puisque c'est le personnage. Une gueule claquante qui va avoir une portée de 3 pouces. Ouais. Ça c'est fort. Ouais, ça c'est fort. Parce que ça vous permet en fait de le mettre derrière justement votre ligne de défense et lui pourra taper. Ouais. Vous le mettez à 2,9, l'autre, toi tu vas pouvoir pile-in et rentrer dedans. Enfin, c'est fort. Ouais, ça c'est bien. Ou pour le coup, ça va être 3 attaques en 4+, 3+, -2 D6. Oui.
Relançable avec le bon trait de monture, le Ouais, D6. c'est pas mal. Et griffe effilée, puisque là, plein potentiel, on va faire 7 attaques en 4 plus 3 plus moins 1, dégâts 2. Au niveau des aptitudes, on a vol, donc ça, on s'y attendait. On va surtout avoir haleine pestilentielle qui fait qu'au moment où on va utiliser son arme à projectile, donc son souffle, on va jeter un dé et si la valeur du dé est inférieure au nombre de figurines qui est dans l'unité qui est ciblée, alors on touchera automatiquement. Ouais, c'est un fiabilisateur sur les hordes. En fait, il est plus compliqué sur le sniping parce que vous devez toucher à 3+. Par contre, dès que vous tirez sur une unité de plus de 6 figurines, vous touchez automatiquement. Donc ça, c'est quand même un petit bonus assez appréciable par rapport à ce qu'on disait juste avant. Où, contrairement au Terrorghast, il fallait qu'il touche, qu'il blesse. Bon, bah, vous pouvez au moins faire sauter le jet de touche si vous tirez sur une unité assez nombreuse, donc c'est pas mal. Exactement, on va retrouver son royal qui fait qu'on va pouvoir guérir de jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine. Ensuite, on va avoir en magie justement une différence, même si c'est le même personnage sur une monture différente, il change quand même au niveau justement de ses sorts. Déjà, il va en plus avoir de traits magiques, bouclier mystique, fin maléfique et une valeur de lancement de 6. S'il est lancé avec succès jusqu'au début de votre prochaine phase de héros, vous pouvez relancer les jets de blessures pour les attaques effectuées avec les armes de mêlée des unités fléchiteurs courtes amies qui sont entièrement à 16 pouces ou moins du lanceur. Alors le 16 est particulier, d'habitude c'est 12, 18, 24. Bon, 16, pourquoi pas. C'est pas mauvais comme sort. Excusez-moi, mais pour l'instant, il n'y a aucune fiabilisation des touches ou des blesses. Non, c'est la première fiabilisation des blessures. Après, il faudra faire des choix, parce qu'on ne rentrera pas lui et le Terrorghast. Ça fait quand même 840 points les deux. Donc est-ce qu'on préférera avoir plus de tanking avec le Feel No Pain à 5 ou avoir une fiabilisation sur les touches? Là, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix à faire qui va impacter l'armée, parce qu'il y en a un qui tire plus, l'autre qui est plus corps à corps. Ils n'ont pas non plus la même invocation. Pour moi, c'est surtout ça aussi ils n'ont qui pas va, la même qui va tracer invocation. ton choix. Donc il y a un vrai choix à faire à ce niveau-là. Là, au niveau de son aptitude, on va avoir convoqué les courtisans. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de votre phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez une figurine amie possédant cette aptitude et ne l'ayant pas encore utilisée au cours de cette bataille. Cette figurine invoque une unité de courtisans sur le champ de bataille. L'unité invoquée, même restriction tout à l'heure, doit être à 6 pouces d'un bord de table et à plus de 9 pouces de l'ennemi. On rappelle que l'aberrante vaut 440 points. Donc en termes de points, c'est assez équivalent parce que en fait, vous avez le courtisan ghoul qui est à 60. Je pense que c'est pas lui que vous invoquerez. Vous invoquerez soit les courtisans Aurore ou les courtisans Flayers qui sont à 120, soit le courtisan Vargulf qui est à 160. Donc l'autre, il pouvait invoquer 3 Flayers qui étaient à 170. Sur les points qu'on gagne dans l'invocation, c'est à peu près la même chose. Maintenant, là où tout à l'heure, on a invoqué 3 chevaliers, 3 grosses ghouls qui du coup allaient taper au corps à corps, là vous invoquez un personnage qui synergise l'armée. Donc sur certains scénarios, c'est important d'avoir des personnages. Et le courtisan que vous allez invoquer peut ressusciter lui-même des chevaliers ou des ghouls. Donc je trouve son invocation à lui légèrement supérieure à celle de l'autre. Maintenant, je trouve le profil un peu moins séduisant que le Terrorghast. Et les sorts, ils sont vraiment bons tous les deux et vous ne pourrez pas jouer les deux. Donc il y a un vrai choix à faire entre ces deux entrées-là, et tant mieux. On continue avec une nouveauté puisqu'on va avoir Laborant Arc Regent. Il vaut 200 points. C'est la figurine exclusive de la boîte Skaven versus Fléchiteur courte. C'est pour moi la seule doléance qu'on va avoir sur cette figurine. Elle est extraordinaire, elle est super stylée. Elle est dans l'âme du bouquin. Elle est très forte, vous allez le voir. Mais elle coûte 120 euros. mais voilà. À ça. Bon, il faudra convertir, je pense. Il faudra passer par de la conversion ou espérer que Games la sorte dans un laps de temps assez court à individuel. Donc elle vaudra 30 balles, hein, parce que c'est le prix des persos assez souvent. Mais lui, il est indispensable pour l'armée, il est extrêmement fort. C'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est un peu le côté pay to win, quoi. Tu veux l'arc régent, t'achètes la boîte. On s'arrangera avec nos amis, adversaires de tournoi ou n'importe quoi d'autre pour faire un peu autre chose, quoi. Il va avoir un mouvement de 6, 7 points de vie, bravoure de 10 et une sauvegarde à 4, mais on s'en fout parce qu'il sera derrière. Il va faire 7 attaques, 3+, moins 1, dégâts 1. Il va avoir comme aptitude 100 impérial qui fait qu'il va pouvoir régénérer 3 blessures allouées. Ah ouais, lui c'est pas un roi, c'est pas D3, lui c'est l'empereur et il te les régène 3 par 3, il en a 7. Donc lui à coucher au tir, ça va être compliqué. Moins 1, puisque s'il est à côté, c'est un personnage, c'est un ça héros, va être de compliqué. suite, Et même à la magie, ça va être compliqué d'aller chercher lui. Lui aussi est un sorcier, puisqu'il va pouvoir tenter de lancer 2 sorts et en dissiper 2 sorts. Il va connaître très magique, bouclier mystique, fin dévorante, qui a une valeur de lancement de 6. S'il est manifesté avec succès, choisissez unité fléchiteur courte, ami visible du lanceur et entièrement à 24 pouces de lui, et jetez un D3. Ajoutez le résultat à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ouais, c'est pas mal, hein, on va être honnête. Bon, ce sort est hyper fort. Quand il a leaké sur Warhammer Community, c'est là qu'on a commencé à avoir les étoiles qui brillaient dans les yeux. Déjà, c'est 24 pouces, donc c'est une très bonne portée. Il va être sur son trône, il va rester derrière, donc à la rigueur, le fait qu'il soit pas très bon encore à corps, on s'en moque un petit peu. C'est quand même un sorcier de niveau 2. Le sort passe à 6, mais on a vu qu'on pouvait lui donner plus 1 ou plus 2, c'est sur lui qu'il faut le faire. Plus D3 attaques. La ghoul a 2 attaques, 3 quand elle est en horde. Vous faites 2 ou 3, elle passe à 5 attaques. On rappelle qu'elle peut taper 2 fois avec l'aptitude de commandement. Vous
pouvez monter à 10 attaques la goule. Donc en fait, c'est bon sur les ghouls, c'est bon sur les aurores, c'est bon sur les flyers, c'est bon sur le terrorgate, c'est bon sur n'importe quelle unité de C'est l'armée. parce que comme tu viens de le dire, en fait, avec l'aptitude de Co, c'est des 3x2. C'est ça, Donc, avec l'aptitude de Co, c'est les 3 fois. Donc ça, c'est la synergie globale. En fait, on va juste prendre 30 secondes pour en reparler bien là, et après, on ne la redéveloppera pas dans chaque entrée, mais il faut voir que chaque entrée qu'on va développer par la suite, vous pouvez lui donner en stat 2 attaques de plus x 2. Donc vous pouvez donner 4 attaques en plus à toutes les entrées du Battle Tome. C'est pas mauvais quand même pour un point de commandement et un sort qui passe à 6 à 24 pouces de portée, ça va. c'est pas Volturnos non plus. Voilà. Et, non, parce que Volturnos, il le donne à tout le monde, mais tu peux monter à plus 6 Ouais, attaques. Plus 6 attaques. Ça fait des ghouls à 12 attaques. 10 points pour 12 attaques, c'est moins d'1 point l'attaque. C'est dur à battre. Ouais, c'est dur à battre. C'est dur à battre en termes de stats. Au niveau de son aptitude de commandement, il va avoir convoqué la garde impériale, puisqu'il pourra utiliser cette aptitude à la fin d'une phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez une figurine amie possédant cette aptitude de commandement et ne l'ayant pas encore utilisée à cette bataille. La figurine choisie peut invoquer une unité parmi un courtisan, une unité de jusqu'à 3 chevaliers ou une unité jusqu'à 20 serfs. L'unité invoquée est ajoutée à votre armée et doit être placée à 6 pouces d'un champ de bataille et à 9 pouces de l'ennemi. Donc en fait, il convoque soit les 3 chevaliers comme le gars sur Terrorgeist, soit le courtisan comme le gars sur Dragon Zombie, soit 20 ghouls. Voilà, parce que garde impériale, il invoque tous ses piétons. Il invoque donc entre 160 et 200 points. Ouais. Il vaut 200 points. Et il vaut 200 points. Il n'y a rien qui choque là-dedans. Et en plus, il fait gratuitement sans dépenser de points de commandement à portée du charnel trône. Alors, si c'est nerfé ou si c'est 1 comme on espère que ce sera, il le fera qu'une fois. Sinon, si on en a 2, on dépense pas de points de commandement et on invoque 400 points de ghoul. La petite doléance au niveau de ce Battle Tome, elle est là. Ce perso est vraiment très très fort. Ils ont tout mis sur ce perso. Il régénère les PV 3 par 3, il a un sort qui est monstrueux, il invoque ce qu'il veut, il invoque sans payer de points de commandement. Il est vendu avec des Skaven. Il est vendu avec des Skaven à un prix correct, 120 euros un personnage. Voilà. Non, ce personnage est vraiment très fort. Il faudra forcément en jouer un, si ce n'est plus. Combine bien avec toute l'armée. Franchement, que dire de plus quoi. Pour le jouer, par contre, ne le mettez clairement pas en devant. Enfin, c'est justement, tu as 24 pouces de portée, il est systématiquement derrière lui. Oui, cachez-le, parce qu'il a beau régénérer les PV 3 par 3, il a save à 4 et 7 PV. Hein. Donc si votre adversaire tombe dessus, il va pas faire long feu. C'est pas une brute de corps à corps, donc pas besoin de l'envoyer au charbon. On va l'appeler Totem. On va l'appeler Totem. Ouais, c'est un bon totem. On passe ensuite à l'Abhorrent Ghoul King, le King générique, on va dire, qui est à pied. Lui, il vaut 140 points, il bouge de 6 points de vie, bravoure à 10 et une sauvegarde à 4. Il va faire 6 attaques en 3+, moins 1, dégâts 1, comme tous les profils de Ghoul, sauf que les gars étaient à 7. Au niveau de ses aptitudes, sans royal, il va pouvoir récupérer des 3. C'est pas l'empereur, lui, c'est juste un roi. Au niveau de la magie, il va connaître un sort et pouvoir en dissiper 1. Il va connaître en plus des sorts génériques très magiques, bouclier mystique, fin noir, qui a une valeur de lancement de 5. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité de Flesh Eater courte, amie et visible du lanceur à entièrement 24 pouces ou moins de lui. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque mais des armes de mêlée de l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Il va aussi avoir l'aptitude convoquer les hommes d'arbre. Il va donc pouvoir invoquer 10 serfs qui sont régis au même mode de déploiement que précédemment. Donc lui, en fait, on est tenté de le mettre en comparaison avec l'Arc Régent. Il y a 60 points d'écart. Pour 60 points d'écart, il régène D3, l'autre régène 3. Il lance un sort, l'autre en lance 2. Son sort fait plus une attaque, l'autre fait D3. Il convoque 10 ghouls, l'autre il convoque un courtier, des chevaliers ou 20 ghouls. En fait, l'Arc Régent est mieux sur tous les points. Non mais c'est violent comme comparaison. Mais c'est pas du on hésite. Mais on n'hésite pas en fait. Mais on se dit qu'on peut le combiner. Parce qu'en fait, le plus une attaque, il peut se stacker avec le plus D3. Et on peut monter à plus 4 attaques. Donc on peut monter à 14 attaques la goule à 10 points. Je pense pas que ce soit de l'overkill de faire ça, parce que ça permet aussi de booster 2 unités, pas mettre tous les deux dans le même panier. T'as pas besoin, au bout d'un moment, quand les gars ils ont plus 3 attaques et qu'ils tapent 2 fois, plus 6 attaques, ça suffit. Lui, il peut buffer un petit pack. Toujours plus. Ça reste un perso à 140 points. C'est pas déconnant, il va invoquer 100 points de ghoul. Lui, il bénéficie du charnel trône. Donc il invoque ses 100 points de ghoul gratuits. Il vaut 140 points, ça fait un sorcier de plus. On a vu qu'il y avait quand même des sorts qui étaient bien, qu'on était content d'aller les chercher. Donc si vous ne pouvez prendre qu'un perso à petit format, vous prendrez toujours Clark Régent à la place de lui. Si vous pouvez en prendre 2, parce que le budget de ce personnage n'est pas non plus énorme, sachant qu'il se rentabilise très bien, moi je pense qu'il faut en jouer un en plus de l'Arc Régent. Donc la comparaison, il la perd, c'est le roi, c'est pas l'empereur. Mais l'empereur, il peut avoir envie de prendre son petit roi à côté, c'est pas déconnant. On enchaîne ensuite avec le Varghulf Courtier. Lui, il vaut 160 points, il bouge à 10, il a 8 points de vie, et il a une bravoure de 10 et une sauvegarde à 5. Au niveau de son profil de corps à corps, il va faire 4 attaques en 3+, moins 1, dégâts 2, ce qui est pas mauvais en soi. Mauvais. Ensuite, des crocs acérés avec une attaque en 3+, 2+, moins 2,
des 3 dégâts. Donc déjà au niveau de son profil d'agression, il n'est pas mauvais. En aptitude, il va avoir mobilisé les maisonnées royales. À votre phase de héros, jetez 6 dés pour chaque Varghulf courtier ami sur le champ de bataille. Pour chaque jet de 2+, vous pouvez remplacer une figurine tuée dans une unité de cerf ami à 10 pouces ou moins de ce Varghulf courtier. Pour chaque jet de 5+, à la place, vous pouvez remplacer une figurine tuée dans une unité de chevalier ami à 10 pouces ou moins de ce Varghulf. Les figurines tuées peuvent être replacées dans différentes unités si vous le souhaitez. Autant dire que si jamais on fait plusieurs, on va pouvoir faire 1, 1, 1, voilà, et ainsi de suite. C'est fort parce que c'est pas des unités qui coûtent pas cher, en tout cas pour les chevaliers. Lui, en fait, c'est l'équivalent de l'arc régent, mais dans les courtiers. C'est-à-dire que tous les courtiers, que ce soit le courtier Ghoul, Horror ou Flayer, va booster les Ghouls, les Horrors ou les Flayers. Lui, il booste déjà les 3. Donc c'est quand même extrêmement fort. Ensuite, au corps à corps, il est quand même correct, c'est ce qu'on a vu. Je pense pas que lui, on le jouera. Je pense que lui, on l'invoquera. Voilà, parce qu'il y a l'arc régent qui peut l'invoquer ou le personnage Ghoul King sur Terrorghast. Donc lui, on va quand même essayer de l'invoquer le maximum. Sa polyvalence, en fait, va le rendre bon quel que soit le build que vous jouez. À part les listes de monstres, parce que heureusement, il n'invoque pas des monstres. Mais dans les listes avec beaucoup de chevaliers, vous allez le jouer. Dans les listes de cerfs, vous allez le jouer. Dans les armées polyvalentes avec les deux, vous allez le jouer aussi. Et en fait, il permet de rentabiliser les jets de dés ratés. C'est-à-dire, en fait, sur 5-6, on ressuscitera les chevaliers. Sur 2-3-4, on ressuscitera les cerfs, donc les ghouls. Ça peut être relançable avec le trait de commandement qu'on a vu tout à l'heure. Lui pourrait faire un bon général. Tu vas en parler, mais il a une aptitude qui renforce encore ses capacités au corps à corps. Il tape quand même très correctement. Il vole, il bouge bien. C'est une super entrée. Comme tu as dit, c'est marrant. C'est vrai que pour 160 points, on se pose la question. En invocation, on ne se la pose pas. Non. On va l'invoquer systématiquement quand on pourra. Ouais. Et je pense qu'on ira même chercher les personnages pour l'invoquer lui. Au niveau de ses aptitudes, il va avoir Festin de magie noire. Si un Abhorrent ami à 18 pouces ou moins de cette figurine réussit à lancer un sort, et s'il n'est pas dissipé, vous pouvez relancer les jets de touche pour cette figurine jusqu'au début de votre phase de héros. En gros, il va absorber, il va manger un petit peu de la magie. Ouais. Ensuite, il va avoir Champion du Roi. Ajouter 2 à la caractéristique d'attaque des griffes immenses de cette figurine si elle se trouve à 3 pouces ou moins de 10 figurines ennemies ou plus. Ajouter 2 à la caractéristique d'attaque des griffes immenses de cette figurine si elle se trouve à 3 pouces ou moins de 10 figurines ennemies. Et enfin, banquet de victoire à la fin de la phase de combat. Si une ou plusieurs figurines ennemies a été tuée par des blessures infligées par les attaques de cette figurine, vous pouvez guérir des 3 blessures allouées à cette figurine. On est vraiment sur une régénération passive. Ouais. Ici, c'est sympa. Donc là, on va juste regarder un peu les synergies rapidement. Le gars, il a 4 attaques à 3+, 3+, rien de moins 1, dégâts 2. Si le roi lui lance un sort qui, mettons, lui rajoute plus des 3 attaques et que tu fais 2, il passe déjà à 6 attaques. Comme le roi a lancé un sort, 6 attaques relançables. S'il rentre dans une horde, il passe à 8 attaques relançables, et si tu claques un point de commandement, il tape 2 fois, il passe à 16 attaques relançables. Donc le gars qu'on a invoqué, qui paye pas de mine comme ça, qui avec les synergies de l'armée, peut raser une unité quasiment tout seul. Pour un point de commandement ou pas si on a le charnel trône. C'est pas mal. C'est pas dégénéré, parce que le reste de l'armée vaut cher, donc on peut pas non plus rentrer énormément de choses, et heureusement, mais c'est une bonne unité. C'est la seule figurine en fine cast de toute la gamme, ça c'est la petite doléance, parce qu'elle est un peu vieillissante, mais je pense qu'il faut en avoir un, et qu'on va pas le payer, on va l'invoquer. On enchaîne avec cette fois-ci un petit héros, le comptable de la bande, le Cryptghast courtier, qui lui a un mouvement de 6, 4 points de vie, 10 de bravoure et une sauvegarde à 5, 3 attaques en 3+, 3+, sans rien de dégâts 1, 2 attaques en 4+, 3+. C'est un totem pour cerfs, qui seront l'unité juste après, avec l'aptitude mobiliser les cerfs. À votre phase de héros, jetez 6d6 pour chaque Cryptghast courtière sur le champ de bataille. Pour chaque jet de 2+, vous pouvez remplacer une figurine tuée dans une unité de cerfs amis à 10 pouces. À savoir que si tu as plusieurs unités, tu pourras répartir comme tu veux les d6 que tu relèveras. Ensuite, il va avoir l'aptitude chasseur de trophées. Si une ou plusieurs figurines ennemies sont tuées par des blessures infligées par les attaques de cette figurine, alors jusqu'à la fin de la phase au cours de laquelle ces attaques ont été effectuées, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisées par les unités cerfs amis tant qu'elles sont entièrement à 16 pouces ou moins de cette figurine. Donc déjà 16 pouces, c'est une bulle inhabituelle, mais ici on est vraiment basé sur les 16 et pas sur les 18. Et encore une fois, on buff des attaques et on l'a vu, mais il y a moyen encore une fois de cumuler. Avec ça, tu peux monter à 16 attaques la goule. Bon, ça commence avec des yeux un peu excités, ça me fait peur. Ouais, ça commence à faire vraiment beaucoup ces attaques la goule. Après, c'est pas simple à mettre en place, ça veut dire qu'il faut qu'il soit lui-même au corps à corps. Il n'est pas extrêmement résistant, il tape pas non plus si fort que ça, tout en dommage 1, il a pas de rend, donc ce sera pas forcément simple. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il vaut 60 points, que la goule en vaut 10, et qu'en stat, il en ressuscite 5 par tour. Donc il peut se rentabiliser assez vite. Après, il faut qu'il y ait des pertes, parce qu'il ne peut pas créer d'unité, lui il ne fait que en replacer, c'est les aptitudes de mobilisation. Ça permet de faire les petits tricks dont on a vu tout à l'heure, ça permet pas de mettre l'unité au corps à corps, mais ça permet des encerclements, ce genre de choses. Pourquoi pas, c'est pas forcément le meilleur des courtiers, mais il se défend. Et à petit format, il va être assez bon.
Tu parles de synergie avec les ghouls, avec les gnouls. On va d'ailleurs s'attaquer aux cryptes gnouls. Eux, ils valent 10 points pièce. Ils sont jouables de 10 à 40. À partir du moment où on les joue à 40, on va diminuer leur coût en points et les passer à 9. On va d'accord à 360 points. C'est la ligne générique, puisque dépendamment des cours qu'on va choisir, on va pouvoir passer d'autres choses en ligne. Le fait est que ici, dans ce qu'on imagine d'être une armée standard de Flesh Eater courte, ça va être les ghouls qui vont faire le squelette. Ici, donc, on va avoir un profil qui bouge de 6, qui a qu'un point de vie, bien évidemment, une bravoure à 10, qui est quand même très correcte, une sauvegarde à 6, et c'est là où ça pêche, mais tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, 2 attaques par tête de pipe, en 4+4+, sans reine, dégâts 1. Ils ont une portée de 1, mais ils ont l'avantage d'être sur du 25 mm. Ouais. Et c'est certainement ce qui va sauver cette ligne, en fait. Aussi, ouais. Ça, et l'effet de les passer à 16 attaques. Ouais, ça aussi, ça aide bien. Juste, non, c'est les socles. Ça va bien. Donc, tu vois 2 attaques sur le profil, tu te dis ouais, puis après tu vois 16 attaques sur le profil, ça fait 8 touches, ça fait 4 blés. C'est propre. C'est propre. 9 points, ça passe. Ça passe. Au niveau de leurs aptitudes, on va avoir Crypt Ghast. Le leader de cette unité a une attaque en plus. Pas d'autres buffs, malheureusement. Encore une fois, pas de fiabilisation au niveau des charges et ainsi de suite. C'est la faille. Et ensuite, on va avoir Férocité sans limite ajoutée à la caractéristique d'attaque de ses dents aiguisées et griffes crasseuses de cette unité si elle contient 20 figurines ou plus. On est donc de 2 à 3, plus 1 grâce au courtier. Et plus les D3 qu'on a vu tout à l'heure. Et le 1 du Ghoul King aussi. Exactement. Voilà. Ensuite, on va avoir Approbation Royale. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques effectuées par cette unité tant qu'elle se trouve entièrement à 18 pouces ou moins d'un abhorrent ami. Le keyword abhorrent est partagé avec l'ensemble des personnes. C'est ça, c'est les 3 rois et l'empereur, là. Ils ont tous ce keyword-là. Voilà. C'est aussi pour ça que j'aime bien le petit perso Ghoul King à 140 points, parce qu'autant l'arc régent il va rester sur son trône, autant le petit Ghoul King il peut les escorter. La fiabilisation des 1 c'est quand même pas mauvais sur une unité qui touche qu'à 4. Cette unité met donc énormément d'attaques, on en a parlé. Le moindre -1 pour toucher lui fait quand même assez mal, parce que toucher à 5, toucher à 4 c'est plus pareil. Donc on est quand même assez content de prendre la relance des 1, on essaiera d'aller la chercher si on peut. Voilà. Après effectivement ça n'a pas de tanking, save à 6, donc ils peuvent avoir aussi l'invue à 6 quand il y a un personnage à côté d'eux. Donc encore une fois le Ghoul King ou le courtier qu'on vient de voir se justifie aussi pour leur donner ça, parce que mine de rien, c'est 16% de tankiness en plus, et le sort qui les fait passer à 5. Donc en fait, il peut avoir save à 6, feel no pain à 6 et un feel no pain à 5. Bon, bah, c'est pas mauvais, ce sera jamais des Stormcast en termes de tanking, mais c'est quand même correct. 9 points le PV pour la brouette d'attaque que ça peut envoyer. C'est une ligne qui est correcte. Encore une fois, c'est pas une ligne qui est dégénérée, elle vaut son coût en points, parce que 9 points pour une figurine qui a ce profil-là, ce serait cher. Et c'est toutes les synergies qui font que l'unité est honnête. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans une liste sur laquelle tu vas juste chercher 3 lignes, pas nécessairement d'autres lignes hors générique, on va dire ça comme ça, et bien pour 300 points, tu as ta taxe et derrière tu peux te faire kiffer. Ouais. Et ça, c'est quand même assez sympa, on va dire. En général, les taxes de ligne coûtent un petit peu plus cher. Donc là, c'est pas mal. Donc ce que tu disais, c'est la version peu de ghouls. Il faut se dire aussi que pour 1080 points, tu en as 120. Voilà. Et tu peux jouer, en fait, il y a des cours qui veulent ça, en associant vraiment les règles de horde à cette unité-là, et c'est pas mauvais. Voilà. Ça tankera pas énormément, ce que tu as dit, c'est que ça a une bonne brèverie, donc ça peut tenir quand même assez bien malgré les pertes. Ça peut avoir un tanking correct, dépendamment des sorts que vous avez lancés dessus, et ça envoie énormément d'attaques. Ils vont avoir du problème contre les unités trop armurées, parce qu'il n'y a aucune rend sur cette unité-là. Vous tombez sur de la save à 2, vous avez beau envoyer 15 attaques par ghoul, ça va quand même être compliqué. Après, tu iras chercher de la mortelle avec des souffles et ainsi de suite. Quoi. En tout cas, tu vois, c'est marrant parce qu'habituellement, je chie un peu sur les spams de 120 figurines et tout, mais tu vois, pour du squelette ou pour de la ghoul, bah, c'est fluff en fait, et c'est même l'ADN d'une... Enfin, c'est une des façons de jouer qui se projette bien dans l'ADN de l'armée. Oui, bah, c'est une horde de cannibales. Les ghouls, c'est la version AOS du film de zombies avec plein de... Pour eux, c'est des GI. Ouais, c'est ça, pour eux c'est des GI. Mais nous, on les voit comme des ghouls qui courent pour nous manger. Ça fait vraiment la marée de charognards qui avance sur le champ de bataille. Moi, je pense qu'en vrai, c'est des GI. On a été corrompus, c'est nous en fait. Ouais, d'accord, c'est ça, c'est nous qui sommes victimes de l'illusion. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que cette unité doit survivre sur la table pour que vous puissiez la régénérer. Si vous en jouez 10 et que votre adversaire les balaye, en fait, comme vous ne créez pas d'unité, contrairement aux Légions of Nagash par exemple, vous en ressuscitez. Donc, il faut que vous ayez quand même les effectifs pour pouvoir les remonter. Donc, effectivement, les jouer par 10, quand tu veux simplement avoir tes lignes. Et quand vous voulez commencer à les jouer par gros pack, il faut monter sur le pack maximum, parce que vous avez la réduction de horde, et vous avez l'attaque supplémentaire demandant d'en jouer plus de 20, il faut aller chercher le pack de 30, voire le pack de 40 assez facilement. On sort un petit peu du standard, on va dire, de la marée de ghouls, avec le Crypt Infernal Courtier. C'est un héros qui va se synergiser avec les Crypt Flyers,
c'est une autre façon de jouer puisque ces unités-là, vous pouvez les passer en ligne. Pas le personnage, hein, mais celle qui va synergiser avec la bonne cour. Ici, on revient donc sur le crypte infernal courtière. Il vaut 120 points, il bouge de 12, il a 6 points de vie, une bravoure à 10 et une sauvegarde à 4. Il a bien évidemment la règle vol. En arme à projectile, il va avoir une allette fétile qui a 9 pouces, on va faire une attaque en 4+, 3+, reine -1, dégâts D3. Et aussi 5 attaques en 4+, 3+, -1, dégâts 2. Donc ça, c'est correct. Ouais, c'est correct au corps à corps. C'est le cri qui est un peu décevant, parce qu'en fait, il a un cri qui est moins fort que celui de sa ligne générique. Exactement, en fait. c'est Cryptware, ouais. Bon. Au niveau de son aptitude, il va voir si le jet de touche non modifié pour une attaque effectuée avec une serre empaleuse S6, l'attaque inflige une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Et ensuite, mobiliser la cour royale à votre phase de héros. Jetez 6 dés pour chaque crypte infernal courtier sur le champ de bataille. Pour chaque jet de 5, vous pouvez remplacer une figurine tuée dans une crypte flyer mis à 10 pouces ou moins de ce personnage. Comme d'hab, on peut les répartir où on veut. Ça nous permet, excuse-moi, de tout de suite enchaîner avec justement ces lignes, enfin en tout cas avec cette unité qui peut être jouée en ligne, qui sont les Crypt Flayers. Eux pour le coup, on est à 170 points les 3, on peut les jouer de 3 à 9. Ils ont un mouvement de 12, 4 points de vie par tête de pipe, une bravoure à 10 et une sauvegarde à 5. Au niveau de son arme à projectile, ça va être cri de mort, qui est aussi lié à son aptitude, puisque ça va avoir une portée de 10. Et ça va faire en gros un tir par figurine, où en gros vous allez lancer 2 dés. Si jamais vous êtes à plus de 3 pouces, vous allez retirer 2 à ce jet-là, vous allez comparer avec la bravoure adverse, et la différence sera convertie en blessure mortelle. C'est exactement la même chose que le cri du Terror Guest, sauf qu'ici c'est un petit peu moins fort, mais c'est normal aussi. Oui, heureusement, parce que c'est-à-dire que vous jetez 2d6 ou de faire un d6 plus 6. Mais en tout cas, ça permet encore de se projeter dans l'idée de la braverie, on a de quoi la baisser, et ainsi de suite, et donc dans une liste à thème, ça peut vraiment être efficace. Ouais, ça peut être très fort. Ouais. Ensuite, la dernière aptitude, ça va être frappe empaleuse si le jet de touche non modifié pour une attaque effectuée avec des serres perforantes, et elle va avoir 4 attaques en 4+, 3+, -1, dégâts 1. Cette attaque infligera une blessure mortelle pour chaque 6. Ouais. Alors cette règle elle est vraiment pas mauvaise, donc elle est partagée avec le courtier, les deux ont ça, c'est quand même 4 attaques par tête de pipe, on va pas revenir sur le fait qu'on peut monter à 7-8 attaques x 2, donc vous allez quand même générer pas mal de mortels en plus des dégâts normaux, c'est assez rare que ça fasse des mortels en plus, d'habitude ça fait des mortels à la place, et ils vous disent la séquence d'attaque se termine, là c'est pas le cas, donc mine de rien ça met des mortels, dans une armée comme on a vu qui a peu de reines, donc il y a des problèmes contre la sauvegarde. Donc c'est vraiment bien. Ensuite, ils ont deux bases, une reine -1, on sera assez content de la prendre, on peut pas trop l'améliorer, mais on est quand même content de prendre ça. Et après, le cri, il est vraiment pas mauvais. Encore une fois, la moyenne des 2d6, ça va faire 7. Votre adversaire a en général une braverie de 6-7. Donc si vous êtes à plus de 3 pouces, avec le -2 que vous allez vous mettre, même si vous lui mettez le -2 en braverie à lui, ça va pas être très impactant. Par contre, au corps à corps, ça peut commencer à vraiment faire très mal. Parce que ça va faire en moyenne 2-3 blessures par flayer. En plus. Ça, c'est la phase de tir, après il faut taper. Voilà, et comme vous devez être à moins de 3 pouces, ça veut dire que vous devez être engagé au corps à corps. Donc cette unité nécessite un bon placement. Maintenant, l'avantage, c'est qu'elle tire à 10, contrairement au courtier qui tire qu'à 9. Donc avec la bonne cour qui permet de les téléporter sur le champ de bataille et de les faire arriver à plus de 9, ils peuvent quand même tirer et aller chercher une petite unité qui n'a pas une très bonne braverie, ou au hasard une machine de guerre Skaven qui n'a pas une très bonne braverie, ou ce genre de truc. Ça peut être pas mauvais, mais pour moi, en plus, c'est un bonus, parce que sans ce cri-là, l'unité serait déjà bien. Elle met des mortels, elle a une reine correcte. Alors, si on peut revenir, je pense qu'on perçoit vraiment la puissance du cri, ainsi de suite, mais si on revient vraiment sur 170 points pour les 12 PEV, qui ont une sauvegarde à 5, après ils bougent vite, mais donc comment est-ce que tu positionnes cette unité? Donc avec le sort qui permet de rajouter les PV au mouvement, le mouvement de cette unité passe à 16. La cour qui permet de les jouer en ligne, la blister skin, la règle générale de la cour c'est plus dans le mouvement. Donc on passe quand même en mouvement 18. Donc tu as une infanterie monstrueuse qui peut téléporter, qui peut courir et charger, il y a aussi un sort qui fait ça, et qui peut bouger de 18, donc ça arrive quand même très vite, donc c'est des très bonnes unités de chasse. Le cri est quand même correct, faudra jouer un courtier parce qu'en fait il permet de, en moyenne il va en ressusciter 2 dans le pack, donc c'est pas déconnant de jouer un pack de 6 ou 9 flayers qui peut téléporter, qui peut traverser la table très vite, qui vole, qui peut esquiver les cordons, qui peut mettre des mortels, les synergies de double frappe sont très fortes sur cette unité là. Sur le papier c'est pas exceptionnel, mais quand on voit toutes les synergies qu'on peut en faire, l'unité peut devenir vraiment bien. Et ils ont un très bon bataillon qu'on verra un peu plus tard qui les synergise encore plus. On enchaîne ensuite avec, encore une fois, une paire avec le Crypt Haunter Courtier et le Crypt Aurore. C'est très sympa, je trouve, de systématiquement avoir une unité qui n'est pas une ligne, que tu peux transformer en ligne avec la bonne cour, et en plus son petit personnage qui va te permettre d'en relever. Le Crypt Hunter Courtier, lui, il vaut 120 points. On notera quand même que par contre les 2 entrées précédentes et les 2 ici, c'est le même kit pour les personnages et pour les lignes, donc ça c'est plutôt positif. Il va bouger de 7, il va avoir 6 points de vie, une bravoure à 10, une sauvegarde à 4, 3 attaques 4+, 3+, dégâts 3, pas de reine, mais ça rentre dans la masse quand même.
Et 2 attaques en 4+, 3+, dégâts 1. On va avoir l'aptitude sans noble qui fait qu'on va pouvoir guérir moyen noble. Ouais, lui moyen noble. Ouais. À sa phase de héros. On va ensuite avoir favori du roi. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées par cette figurine tant qu'elle se trouve à 18 pouces d'un ou plusieurs abhorrent amis. Ensuite, mobilisez les favoris du roi. À votre phase de héros, jetez 6 dés pour chaque Crypt Hunter courtier sur le champ de bataille. Et pour chaque jet de 5, vous pourrez replacer une figurine Crypt Horror ami à 10 pouces ou moins, blablabla. Ouais, lui, il ressuscite ses copains, comme l'autre, il ressuscitait les Flayers, lui, il ressuscite les Aurores. Exactement. On va donc s'attaquer maintenant à son unité, ce qui sont les Crypt Horror. Là, pour le coup, on est un petit peu moins cher puisqu'on a 160 points les 3. On peut les jouer de 3 à 12. Et ça va être 3 attaques à 4+, 3+, dégâts flat 2. Donc c'est quand même assez correct. Le leader va avoir une attaque en plus. On va avoir favori du roi. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées à 18 points d'un abhorrent. Donc c'est pas mal. 100 nobles qui font que à votre phase d'héros, vous pouvez guérir une blessure allouée à cette unité. C'est pas figurine, c'est unité. Ouais. Et enfin, élite guerrière qui fait que si le jet de blessure non modifié pour une attaque effectuée avec une massue et les serres de 6 affligeront non pas 2, mais 3 dégâts. Donc énormément de saturation en perspective avec ces unités-là, qui encore une fois sont régies au buff. Pour moi, ils ont un rôle un petit peu différent de ceux qu'on vient de voir. Les Flayers, c'est plus une unité anti-élite. Ils vont mettre des blessures mortelles, ils ont de la reine, ils bougent beaucoup, ils volent. C'est ce que j'appelle les unités de chasse. Eux, c'est plus une enclume. Ils sont quand même assez résistants, ils sont un peu plus lents. Ils n'ont pas de perforation, donc ils vont avoir du mal contre les grosses sauvegardes. Par contre, ils sont dégâts 2 ou dégâts 3 flat, donc en fait, ils saturent beaucoup les hordes. Donc c'est une unité sur lesquelles les hordes vont s'écraser. Donc pour moi, il faut les jouer quand même en effectif assez important, je pense 6 ou 9. Alors que les Flayers peuvent se jouer par 3, eux beaucoup moins. Le courtier, pareil, les ressuscite statistiquement par 2, donc c'est très correct. L'unité est un peu plus lente, mais elle a une relance des touches, qu'on essaiera d'avoir systématiquement en jouant un abhorrent à portée, qui va faire du bien pour une unité qui touche à 4, donc c'est quand même assez sympa. Donc voilà, son optique est assez différente, mais il n'y en a pas une qui se détache par rapport à l'autre. Moi, sur mon style de jeu, j'ai quand même tendance à préférer les unités agressives, donc les Flyers qui vont voler ou pouvoir se téléporter. Maintenant, les Aurores, c'est vraiment une bonne enclume, c'est une unité qui est très solide. C'est le candidat idéal pour le sort qui donne le Feel No Pain à 5+. Il y a un bataillon qui les renforce, il y a une cour aussi qui les renforce, donc on peut vraiment faire quelque chose avec cette unité. Les deux, en fait, on voit à peu près la même chose. Il y a une unité qui peut devenir une ligne, qui a son petit personnage qui les ressuscite, qui a un rôle assez défini sur le champ de bataille, et que l'armée peut synergiser. Donc encore une fois, c'est un truc que je trouve très sympa dans ce Battledom. Ce que je trouve assez sympa, c'est que quand tu regardes le profil et sa coût en points, sa létalité, tu es sur quelque chose de moyen. Ouais, c'est ça. Par contre, tu dis en fait chaque personnage sur du 5-6 pour lever des figurines. Là, on relève des figurines à 55 points. Avec ces synergies, ça se justifie beaucoup plus en fait. C'est ça en fait. Quand tu regardes le profil pur, pour l'infanterie monstrueuse, en général, c'est 3 figurines pour 160, 180 points. Ça rentre dans la catégorie des Eraog, des Croxigore, des Kurnus Hunter, ce genre de choses. Et en fait, leur profil pur est en dessous. Mais c'est toutes les synergies que l'armée apporte, sans aller jusqu'à l'alignement des planètes, le plus 4 attaques tape 2 fois, ne serait-ce que les petites relances, la mobilisation qui te remonte un peu dans le pack, donc c'est pour ça qu'il faut jouer des effectifs suffisamment conséquents pour pouvoir les remonter, parce que si vous en jouez 3 et que l'adversaire il en tue 3, ben vous en remonterez pas. Par contre, quand vous en jouez 6, ça devient plus compliqué à sortir de la table en une seule fois, et ça vous offre l'opportunité d'en remonter une ou deux. Pareil, il y a des petits tricks à faire sur la mobilisation quand vous revenez. Donc c'est des unités qui, dans ce Battle Tome-là, peuvent vraiment faire quelque chose. On enchaîne avec personnellement mon chouchou, c'est le Royal Terror Guest. On l'a vu tout à l'heure, hein, soit on va le jouer justement avec le perso qui va bien dessus, soit on le joue en nature. En nature, il est à 300 points. Ouais. On s'est déjà largement arrêté sur son profil, on va quand même noter la petite différence que lui il va avoir ménagerie royale à votre face des héros. Vous pouvez y guérir jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine si elle se trouve à 6 pouces ou moins d'un abhorrent ami. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Est-ce que tu le jouerais? Est-ce que tu le jouerais systématiquement si tu veux en jouer un avec le personnage pour 100 points d'écart? Tu l'as dit qu'il se justifie quasi systématiquement. Est-ce que tu le jouerais seul ou dans une cour particulière, dans une liste qu'avec des Terror Guests? Par exemple, est-ce que tu peux faire des listes à 4 Terror Guests dont un perso? Moi je pense que si je devais jouer seul, je jouerais l'Abhorrent Ghoul King sur Terror Guest. Parce qu'on a vu qu'il valait que 100 points de plus, mais il invoquait une unité qui coûtait plus de 100 points. Voilà. Plus, donc à ce niveau-là, c'est mieux. Plus Silence en sort, qui est aussi très bien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, ce qu'il faut voir, c'est ce que tu as dit, c'est que le Terrorgeist peut devenir une ligne dans la bonne cour. Et sachant que cette bonne cour, l'aptitude de commandement, l'aptitude générale de l'armée, quasiment, je crois, l'artefact, enfin tout, synergise les monstres. Donc vous tirez vraiment la quintessence de cette unité-là dans cette grande cour. Après, vous avez aussi la Royal Ménagerie, qui est un War Scroll bataillon qui permet aussi d'améliorer un peu les Terrorgeists. C'est pas mauvais.
franchement, C'est c'est ça, pas mauvais. excuse-moi, je voudrais qu'on s'arrête un peu dessus, parce qu'il y a énormément de listes à frustration où généralement c'est quand même pas la folie en termes vraiment de gameplay et ainsi de suite. C'est les listes avec énormément de mammouths. Quand tu vas chercher du Beast Rider, là tu peux te faire une liste avec 3 Terror Guests plus un personnage, donc tu en as 4 au total dans ta liste, et c'est pas mauvais. Hein. Bah, c'est 1300 points, donc ça bouffe pas non plus tes 2000 points, plus le prix du bataillon que tu vas quand même payer. C'est pas mauvais, après ça dépend de la braverie de l'adversaire. C'est-à-dire que vous jouez contre un adversaire qui a braverie 10, ça va être très difficile. Même avec les -2 ou les -3 qu'on a pu voir, ça va quand même être compliqué. Vous tombez contre un adversaire qui a une braverie très faible, encore une fois les Skaven, on leur en veut pas, mais c'est un peu dans l'air du temps, eux ils vont ramasser par rapport à ça. Après vous affrontez des armées classiques qui ont braverie 6-7, ça fait le boulot quand même. Hein. Ça fait le boulot à 10 pouces de portée, en tirant. On enchaîne toujours dans la lignée des gros monstres avec le dernier War Scroll de ce bouquin, qui est le Royal Zombie Dragoon, qui lui vaut aussi 300 points. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Lui par contre malheureusement n'hérite pas d'une régénération s'il est à 6 pouces ou pas d'un personnage. Même question en fait que pour le Terrorghast, dans quel cadre tu le jouerais? Est-ce que tu peux le jouer sans le personnage? Est-ce que tu peux faire des lignes avec? Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, tu peux faire des lignes avec, pareil, dans la même cour que les Terrorgeist. Pour le style, tu peux quand même jouer un seigneur vampire sur Dragon Zombie avec 3 autres dragons zombies. Ouais. Games of Thrones, World of Warcraft, la totale, les dragons zombies, ça reste stylé. En termes de dégâts purs au corps à corps, c'est meilleur. En termes de tir, c'est moins bon que le Terrorgeist. On regrettera peut-être le manque de régénération. Après, il faut se rappeler qu'avec le perso dessus, il valait 440. Donc lui, il vaut 140 points de moins quand il n'y a pas le perso, alors que leur Terrorgeist vaut que 100 points de moins quand il n'y a pas le perso. C'est peut-être pour ça aussi que la régénération n'est pas là. Bah, ça tape très correct au corps à corps. Hein. Et encore une fois, cette unité, on va en reparler un peu plus quand on parlera de la cour qui permet de le passer en ligne, parce que c'est là que vous voyez vraiment toutes les synergies qu'il y a à faire. Et 300 points pour un monstre comme ça, encore une fois, ça paraît cher. Mais quand tu lui rajoutes, voilà, 1, 2, 3 attaques, ou que tu le fais taper 2 fois. Quand tu le vois l'heure, je trouve surtout. Ouais, quand tu le fais taper 2 fois, ça commence vraiment à être très correct. On passe maintenant, encore une fois, quelque chose qui a fait la surprise, Ouais. même si on commence à avoir l'habitude du on dépoussière un battle top, on lui donne un décor et des sorts persistants. Il y a un gros clin d'œil au fleuve de battle avec le calice du Shoran, qui est un personnage emblématique du fleuve de battle, qui était un des tout premiers vampires transformés par Neferata, et qui est l'origine de la lignée des Strigoi de battle qui ont donné les fléchiteurs courtes aujourd'hui, quoi. Celui-là, il fait plaisir à notre petit cœur de gens qui aiment le fluff. Non, mais déjà, en termes de modélisme, je pense que les décors peuvent être repris dans n'importe quel jeu et tu pourrais aller faire le crâne qui pisse le sang. Ouais. C'est complètement fou. Ouais. Franchement, moi j'ai envie de mettre un grotte dedans juste pour faire le serveur d'argent. Ouais, ou tu fais une armée de sorts de bataille, il n'y a pas un calice de la rose d'ébène ou je sais pas quoi, un calice de sang, bah voilà. C'est des objectifs. Ouais, Non, non, mais franchement, la figue est belle. Ouais. Commence tout de suite par la Cadaverous Barricade. Elle vaut 30 points, elle a une valeur de lancement de 5. Seul Nagash, Supreme Lord of the Undead ou les Aberrantes peuvent tenter de lancer ce sort, si lancé avec succès. Placer une figurine de Cadaverous entièrement à 24 pouces ou moins de lanceur et à plus de 1 pouce de toute figurine ennemie, et ça vous fera gagner l'aptitude main à vide. Si une figurine commence un mouvement à 3 pouces ou moins de cette figurine, alors vous diviserez par 2 sa valeur de mouvement. Les unités de la mort ne sont pas affectées par cette aptitude. Ensuite, on va avoir obstacle macabre. Lorsqu'une arme à projectile cible une unité dont toutes les figurines se trouvent à 1 pouce ou moins de cette unité, alors l'unité ciblée bénéficie du couvert si la figurine attaquante est plus proche de cette figurine que de l'autre unité. Moi je l'aime bien. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que Nagash peut le lancer. Donc je vais pas en parler longtemps, mais dans les synergies des armées Légion of Nagash, ce sort il est vraiment pas mal. Après, je le trouve très fort en termes d'opportunités tactiques. Il vaut pas cher, 30 points, c'est pas grand chose. Il faut imaginer que si vous avez une ligne en cordon qui est comme ça, un cordon de défense classique ou même une unité d'infanterie, et que vous mettez le Endless Spell pile là, l'adversaire qui peut pas passer par-dessus, à moins de voler, il va être obligé de le contourner d'un côté ou de l'autre. Et bien quand tu le contournes avec ton mouvement divisé par 2, tu bouges plus. Donc en fait, pour 30 points, ça peut locker une unité de 30 Reapers, 30 Fury, 40 Ghouls, etc. Ça les bloque complètement. En fait, si votre adversaire fait des grosses lignes et des cordons, ce que beaucoup de joueurs font, ça les empale ce sort. Et pour 30 points, j'aime beaucoup. Après, il y a un truc qui est rigolo sur ce sort, c'est qu'il y a des gens qui ont fantasmé dessus, parce que sur la figurine, on voit des fleurs de lys. Donc il y a des gens qui se sont dit « Ouais, les Bretoniens sont pas morts ». Alors moi, personnellement, j'y crois pas une seconde, mais s'ils ont raison, déjà bravo les gars. Mais c'est vrai qu'on voit des fleurs de lys sur ce décor-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'était refondu avec les invendus, moi. Mais ouais. Toi, t'es mort, même ton bouclier. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont eu l'espoir de voir revenir les Bretoniens là-dessus. Ouais. On enchaîne ensuite avec le Calice of Ushoran qui lui vaut 40 points. Il a une valeur de lancement de 6. La même chose, Nagash peut le lancer ainsi que les Aberrantes. S'il lance avec succès, placez une figurine de Cadaverous Barricade entièrement à 24 pouces ou moins du lanceur. Et
bénéficier de l'aptitude voleur d'âme. Gardez le compte du nombre de figurines qui sont tuées à 12 pouces ou moins de cette figurine, et à chaque tour, à la fin de chacun des tours, jetez un dé pour chaque figurine qui a été tuée à 12 pouces ou moins de cette figurine pendant ce tour. Pour chaque jet de 4+, guérissez une blessure allouée à une figurine Flesh Eater courte à 12 pouces de cette figurine. De plus, pour chaque jet de 4+, replacez une figurine tuée dans une unité de Flesh Eater courte dont la caractéristique de blessure est de 1, qui se trouve entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine. Bah, je l'aime bien celui-là. Alors lui, Naga, je peux le lancer, mais il va pas s'en servir, parce qu'en fait, comme il buff que les Flesh Eaters, il peut pas aider dans... C'est fluff avant tout. Ouais, c'est fluff, voilà. Avant tout. Avant tout, c'est fluff. Il peut pas aider les autres armées Death, où il aurait peut-être été bien, on l'aurait vu dans d'autres listes. Là, dans le Flesh Eater pur, pourquoi pas? Parce que mine de rien, on va tuer quand même pas mal de monde, donc on va faire pas mal de 4+, donc on va en réussir 1 sur 2. Et ça peut remonter et des PV, et des ghouls. C'est pas l'un ou l'autre, Oui, hein. oui, C'est les deux. Donc dans un build un peu mix où vous avez des ghouls, des unités de chevaliers, des monstres, ce genre de choses, ça peut remonter pas mal, donc ça c'est assez sympa. De manière globale, on notera juste aussi un tout petit défaut pour moi de ces Endless Spells là, c'est que si vous transformez un courtier en sorcier avec l'aptitude de commandement, c'est pas un abhorrente, donc il peut quand même pas lancer les Endless Spells. Ça c'est un tout petit peu dommage. Je pense que c'est fait pour être fluff, donc c'est pas mal. Ouais, c'est ça. On enchaîne ensuite avec le dernier sort persistant qui va être le Corpse Mare Stampede, qui est un sort prédateur qui peut se déplacer de 14, déjà pour l'invoquer avoir une valeur de lancement de 7. Seul Nagash, un Supreme Lord of the Undead ou un Abhorrent pourra le faire si lancé avec succès. Placez cette figurine à 3d6 pouces ou moins du lanceur. On va avoir Gallo effréné lorsque cette figurine est placée. Le joueur qui le place peut immédiatement lui faire un mouvement. Ouais, donc en fait, ça va être 3d6 plus 14. Ouais. Il y a moyen. Ouais, ça va assez loin. Même si le 3d6 c'est aléatoire et que c'est un tout petit peu pénible, le 14 en volant il rattrape bien ce Ouais. côté-là. Ouais. Et piétiner, après que cette figurine s'est déplacée, jetez 5 dés pour chaque unité dont des figurines ont été traversées par celle-ci. Pour chaque résultat supérieur à la caractéristique de blessure de l'unité traversée, celle-ci subit une blessure mortelle. Pour chaque jet de 6, elle subit des 3 blessures mortelles à la place, quelle que soit sa caractéristique de blessure. Donc lui il déconne 0. Hein. Il vaut 60 points. Sur les hordes, vous faites 5 blessures mortelles cash, vu que les gars ont 1 PV. Avec les 6, vous pouvez en faire encore plus. Il bouge bien, c'est la ruée des gnous du Roi Lion. Quoi. Ça arrive et en bas, t'as plus rien. Je le trouve vraiment très fort. Tu sais Mufasa, ça. Oui, ils ont tué Mufasa. C'est triste. Hein. Mais dans un méta de horde, franchement, celui-là, il est pas mauvais, parce qu'il fait vraiment mal. On a fait le tour de l'ensemble des War Scrolls de ce bouquin. On va maintenant s'attaquer donc aux grandes cours, pour justement que tu puisses un petit peu nous aider à redessiner les différentes synergies. On va s'attaquer à la grande cour de Morgaunt. Elle va avoir l'aptitude sanglante loyauté qui va lui permettre de relancer les 1 pour les courtisanes Morgaunt quand elles sont à 12 pouces ou moins d'unités de serre. Et aussi la deuxième particularité, c'est le fait que les unités de serre, donc les ghouls, bénéficient de la règle plus une attaque quand ils sont uniquement plus de 10 et pas plus de 20. Ouais, c'est la grande cour qui s'adresse aux armées de horde basées sur les ghouls, parce qu'en serre, vous n'avez que les ghouls, c'est la seule unité qui a le tag serre. Donc voilà, vous avez les courtisans qui sont plus forts, parce qu'en fait, devant leurs hommes d'armes, ils doivent montrer le bon exemple, donc ils se battent mieux. Et inspirés par ces faits héroïques, les hommes d'armes combattent avec plus de férocité, même quand ils ont des pertes, ils continuent à taper ça fort. pense par la queue, c'est qu'ils donnent le fou la poule en premier. C'est Parce ça. que là, c'est pareil. Parce que s'ils tapent plus fort, et ben, les gars vont avoir envie de taper plus fort. Et si les gars ont envie de taper plus fort, le chef va avoir envie de taper plus fort. Et ouais, et si tu le fais pas, t'as l'arc-régent qui descend de ton trône, qui te met trop de mandales et t'y retourne. Donc tout le monde se bat bien dans cette cour-là, donc ça ne synergise que les ghouls et les courtisans. Par contre, tous les courtisans, pas uniquement les courtisans ghouls. En général, quand vous jouez des ghouls, vous jouez des courtisans ghouls, parce qu'ils peuvent ressusciter les ghouls. Thématique. Voilà, c'est pas pour ça qu'on jouera cette cour-là, mais ça reste sympa comme règle. On va avoir l'aptitude de commandement soulèvement de masse. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement lorsqu'une unité de Sermogaunt ami est détruite. Si vous le faites, jetez un dé sur 4+, une nouvelle unité identique à celle qui était détruite est ajoutée à votre armée. Placez la nouvelle unité entièrement à 6 pouces ou moins d'un bord de table et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Bah c'est assez sympa, hein. T'as une chance sur 2 de récupérer 40 ghouls quand elle meurt. Ouais. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Donc il faut garder des points de commandement en réserve. Encore une fois, ça oblige à faire des choix, parce que dans cette liste, on a vraiment envie de tout synergiser. Donc commencer à enlever les points de commandement, ça devient un petit peu compliqué. Mais vous allez toujours en garder un, parce que quand votre pack de 40 ghouls il claque, c'est 360 points. Hein. Donc sur 4+, vous remontez 360 points. Donc il faut garder son point de commandement. Là, il y a un petit côté frustrant, parce que c'est une chance sur 2. Donc on n'y arrive pas, on est un peu triste, parce qu'on va jouer cette cour, pas uniquement pour ça, mais majoritairement pour ça. C'est pas mauvais. Après, l'unité de ghoul, elle revient quand même assez loin. Donc si elle meurt au tour 4, elle aura pas beaucoup d'effet. Par contre, si c'est votre cordon sacrifiable au premier tour de 40 qui se fait impacter, qui meurt, et que vous le ramenez tour 2 ou tour 3, ils vont avoir un impact dans la partie. Donc c'est pas mauvais. Ensuite, on va passer au trait de commandement, à savoir qu'un général Morgaunt doit
avoir ce trait. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est que on a vu toute la latitude que ça offrait tout à l'heure avec la brèverie, ainsi de suite. Là, on le perd puisque vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour ce général tant que celui-ci est à 12 pouces ou moins d'unité de Ser Morgant ami. Alors c'est sympa parce qu'on est encore une fois dans le Oui, c'est les fluff. gars tapent plus fort, donc je vais moi aussi me déchirer, ainsi de suite. C'est ça. Fait qu'on s'en fout un peu. Ouais, c'est fluff et c'est faible. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais là en tout cas c'est fluff et c'est faible. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'on va le jouer. Cette grande cour, on va la jouer pour l'aptitude de commandement qui permet de respawn des ghouls et pour l'artefact de pouvoir qui arrive et qui est très très Yes, ça va être la couronne décrépite avec n'effectuez pas de test de déroute pour les unités Morgant amiques en tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins du porteur et entièrement à 18 pouces si ce porteur est votre général. bon. Ouais, ça c'est très fort. Ça, Parce c'est que quand vous jouez beaucoup de ghouls qui tankent, comme on l'a dit, pas si bien, même avec une brèverie de 10, votre adversaire en tue 20, les autres elles ont mal. Donc dans ce type de build, vous allez jouer une ghoul patrol ou ce type de bataillon qu'on verra tout à l'heure qui rentre très bien là-dedans, donc vous allez jouer beaucoup de ghouls. Donc les rendre immunisés Battle Shock, c'est très important. C'est pour ça que cette cour est bien, certes elle t'enlève de la latitude, mais quand tu veux vraiment synergiser sur des armées de ghouls, le fait de les ressusciter sur 4+, et le fait de les immuniser Battle Shock, c'est très fort. Ce qu'il faut voir, rappelle-toi, on parlait de l'arc régent tout à l'heure, lui pour un CP il peut invoquer 20 ghouls. Ces 20 ghouls elles meurent, pour un autre CP il peut les faire revenir sur 4+. Il va les immunités braverie. Donc en fait, ça te permet d'invoquer des unités de fond de table qui vont très bien tenir les objectifs aussi. Donc sur du contrôle de terrain et sur de l'infanterie vraiment de horde, etc., c'est pas mauvais. Après, vous pouvez pas jouer que ça, parce que cette armée va manquer de rend. Et ça va être quand même assez difficile de battre certaines armées si vous n'avez pas de rend. Donc ça, il faut l'accompagner de quelques terrorgeist ou de flayers, enfin des unités qui ont de la rend, qui ont du punch, qui peuvent mettre des blessures mortelles. Mais pour moi, c'est une base que je trouve très solide. On passe ensuite à la grande cour d'Hollow Mourne. On va gagner l'aptitude charge fracassante, ce qui fait que en gros les courtisans Hollow Mourne et les chevaliers Hollow Mourne qui auront chargé pour relancer les jets de blessures de 1 sur cette phase-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette grande cour vous permet de prendre les cryptes Aurore en ligne. Donc c'est les grosses ghouls qui volent pas. Donc les chevaliers Hollow Mourne, ça va être majoritairement des cryptes Aurore. Donc c'est l'unité, on avait vu qu'il y avait à peu de rend, mais qui saturait énormément. Donc ça donne un fiabilisateur, c'est bien. Yes, on gagne aussi une aptitude de commandement qui va être croisée vorace. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de héros. Si vous le faites, choisissez une unité de Hollow Mourne ami entièrement à 9 pouces ou moins d'un héros ou entièrement à 18 pouces si ce héros est votre général. Ajoutez 1 au jet de course et de charge pour cette unité jusqu'à votre prochaine phase de héros. De plus, qu'à votre prochaine phase de héros, cette unité peut courir et charger au même tour. J'aime beaucoup la combinaison du +1 et des 2. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on aurait dit sur les flyers avec le sort qui leur permet de courir et charger, c'est bien. Mais les flyers, on les jouera pas dans cette cour-là. Donc ça s'adresse vraiment aux aurores. Donc au début, je me suis dit, mais les pauvres, ils courent pas et ils chargent pas. Et puis là, ils sont en dessous, pouf. Ils y ont pensé, game, c'est bien. Ils bougeront donc de 7 + 1, 8. Donc ils bougeront de 7 + 1, 8, ils chargeront de 2d6 + 1, ou ils bougeront directement 6 de plus en claquant le CP. Et avec le bon sort, ils pourront gagner 4 quand même sur leur mouvement de 7, donc bouger de 11. Leur aptitude de charge fracassante leur permet de rejeter les 1 pour blesser, sachant que eux, rappelle-toi, nativement, ils rejettent leur jet pour toucher. Donc ils commencent à rejeter pas mal, donc ça sature très fort. Encore une fois, ça a du mal contre la sauvegarde, mais vous tapez dans des unités, soit des Nightone, qui de toute manière, la reine, ils s'en moquent, soit des unités qui ont pas énormément de sauvegarde, ça a ventilé beaucoup. Ensuite, on va avoir l'obligation de choisir le trait de commandement pour son général Hollow Mourne qui va être payeur de tombe ajouté 1 à la caractéristique d'attaque et de dégâts des armes de mêlée de ce général tant que celui-ci est à 3 pouces ou moins d'un héros ennemi avec un artefact de pouvoir. Bah c'est le à côté d'un héros ennemi, c'est circonstanciel parce que déjà il faut le choper, il faut qu'il ait un artefact de pouvoir, ça fait beaucoup. Après, quand tu l'as sur un vampire, sur dragon, etc., qui tombe sur un perso qui a un artefact, bah tu vas le découper, mais est-ce que de base tu l'aurais pas découpé? Il n'est pas extraordinaire celui-là, et on est obligé de le prendre malheureusement, mais pour moi c'est la taxe de prendre cette grande cour-là, c'est qu'on perd entre guillemets son altitude de commandement. Yes. Tant pis. Donc au même titre qu'on a l'obligation d'avoir le trait, on va avoir l'obligation pour un Hollow Mourne de choisir cet artefact-là qui est le gantelet de la chapelle morbide. Après que cette figurine effectue un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à 1 pouce ou moins de celle-ci et jetez un dé sur un de plus, l'unité subit des 3 blessures mortelles. C'est pas nul. Ça fera réfléchir. C'est ce que Volturnos fait avec la corne de son Deepmar, c'est ce que le chaudron fait juste en chargeant. C'est toujours bon à prendre. Après, ni le trait de commandement ni l'artefact de pouvoir ne sont vraiment très forts. Mais l'aptitude et l'aptitude de commandement rentabilisent bien l'horreur, qui est quand même une bonne unité. On a vu qu'il y avait pas mal de tricks à faire dessus. Donc pourquoi pas sur des armées basées sur cette unité-là, ça peut être pas mauvais. On enchaîne ensuite avec la grande cour Blister Skin, tu as commencé à nous en parler tout à l'heure. Déjà l'aptitude c'est d'avoir plus de sa caractéristique de mouvement. Ça c'est très très fort. C'est pour tout le monde, à partir du moment où on choisit cette sous-allégeance, enfin cette espèce d'allégeance. C'est cette cour-là qui vous permet de prendre les flayers en ligne. Voilà. Et donc les flayers bougent nativement de 12, là c'est 14.
Donc c'est cool. Hein. 18 avec le sort qui... Exactement, 24 avec le sprint auto de 6 et ainsi de suite. Enfin voilà, vous savez compter. Ça va très loin. Et franchement, c'est pas mauvais pour une unité. On a vu qu'il y a besoin d'être corps à corps pour optimiser son cri. Et donc forcément, les 2 pouces, c'est sur tout le monde, hein, c'est pas que sur les flayers. Ouais, c'est sur toutes les personnes qui choisissent sous allégeance. C'est sur les héros, c'est sur les unités qui vont repop en fond de table, c'est sur les terror guests qui vont venir crier plus vite, même si je pense que les terror guests, on les jouera plus en Crystal Gore. Le fait est que ton héros sur Terror Guest, voilà, lui c'est acquis. Quoi. On va aussi gagner l'aptitude de commandement Seigneur des cieux ardents. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez une unité Blister Skin ami qui peut voler et qui se trouve entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros et à 18 pouces si ce héros est ton général. Retirez l'unité du champ de bataille et placez-la n'importe où sur le champ de bataille et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Elle ne peut pas se déplacer plus tard à cette phase de mouvement. Et les flayers, ça tire à 10. Et donc, pour le coup, ça synergise aussi super bien avec ça. C'est le pauvre courtier qui tire à 9, donc lui, on le fera pas TP. Mais franchement, les unités de flayers qui peuvent arriver là-dessus, n'importe où sur la table, n'importe quand. Parce que si c'est pas comme le dragon qui est obligé de FEP à la fin du T1, ça peut arriver n'importe quand. Au bout d'un moment, vous allez casser les bulles de commandement, les synergies sur la braverie de votre adversaire, etc. Vous allez pouvoir aller chercher une petite unité et lui faire très mal. Et après, bien placé, vous êtes toujours à 9, une charge à 9 relançable avec le point de commandement. Ça se tente. Donc l'aptitude, encore une fois, est bonne. Donc ça ne touche que les volants, ça tombe bien, les lignes de cette armée sont des volants. Ensuite, en trait de commandement, même doléance, on va devoir avoir Orateur Infernal. Si ce général est sur le champ de bataille au début de votre phase de héros, jetez un dé sur 4+, vous recevez un point de commandement supplémentaire. De toute façon, ça sonne très fort tout le temps, ce genre de phrase. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est la doléance, c'est qu'on n'a plus le choix, on est obligé de prendre ça. Mais ce qu'on est obligé de prendre n'est pas mauvais, contrairement à avant. Là, je pense qu'il aurait été dans les traits génériques. On aurait, peut-être pas systématique, il y en a des vraiment bien, mais on aurait réfléchi assez souvent à le prendre. Donc là, tant pis, on se forcera à gagner 3 ou 4 points de commandement dans la partie. Ouais, carrément. Pareil au niveau de l'artefact de pouvoir, on va devoir choisir cet artefact-là, donc on ne le choisit pas. Œil de Ish. Yes. Soustrait 1 au jet de touche pour les attaques effectuées avec des armes à projectiles qui ciblent une unité Blister King ami entièrement à 6 pouces ou moins du porteur. Ouais, en général, ça va être lui-même, hein, parce que vous ne rentrerez pas 6 flayers ou 40 ghouls à 6 pouces ou moins de lui. Et pour le petit régent qui est sur le trône, il va passer à -2, -1 parce que c'est un personnage avec attention cire et -1 avec ça. Et même sur une électron libre. Est-ce qu'il y a même sur un ouais, électron sur un électron libre, ça peut être pas mal. Après, c'est que contre le tir. Contre le corps à corps, ça aurait été bien. Il n'est pas impossible que le méta tourne un tout petit peu au niveau du tir. Donc pourquoi pas, c'est une protection supplémentaire. Bon, disons que c'est pas le meilleur artefact du Battle Tome. Mais ça va, il y a pire quoi. On enchaîne ensuite avec la grande cour Crystal Gore. C'est clairement une des plus charismatiques, pas forcément une des meilleures, mais déjà une cour qui te permet de prendre les Terragas et les dragons en ligne, bah ta gueule c'est cool. Ouais. Franchement ça c'est génial. On n'en a pas parlé mais je trouve que chaque cour a un visuel unique, déjà juste au niveau de son petit logo et c'est dégueulasse. Oui c'est assez crade. C'est vachement bien fait quoi, ça sent le sang. Au niveau de son aptitude, on va avoir férocité sans égale si les jets de touche non modifiés pour une attaque effectuée par un héros Crystal Gore ou un monstre Crystal Gore et si cette attaque inflige 2 touches à la cible au lieu de 1, effectuez le jet de blessure et de sauvegarde pour chaque touche. On en a parlé, on est sur une armée qui va synergiser autour du nombre d'attaques, donc potentiellement sur le nombre de 6 qu'on va faire. Ouais. En fait, dans cette armée, vous allez jouer majoritairement des monstres et des héros sur monstres, parce que si vous prenez cette course, c'est pour jouer des monstres, donc vous jouerez plein de monstres, vous ne vous priverez pas, et du coup, chaque 6 qu'ils feront, ils toucheront, ils blesseront 2 fois. Et blablabla, on peut leur rajouter plein d'attaques et les faire taper 2 fois, donc on va balancer des brouettes 2D. En fait, vous allez avoir très peu de figurines, mais votre adversaire va les sentir passer, ça va vraiment taper fort. Hein. On va aussi avoir l'aptitude de commandement appel aux armes, on peut utiliser cette aptitude de commandement à la phase de combat. Si un héros ou un monstre Crystal Gore ami qui n'a pas combattu à cette phase est tué alors qu'il est entièrement à 12 pouces d'un héros ou à 18 pouces de son général, si vous le faites, avant que cette figurine soit retirée du jeu, elle peut effectuer un mouvement d'engagement puis attaquer avec toutes ses armes de mêlée. Vous ne pouvez pas choisir une unité pour lui faire bénéficier de cette aptitude plus d'une fois par phase. Celle-là, elle est très bien, en fait, c'est cette attitude de commandement qui rend cette cour viable. Parce qu'en fait, on a vraiment très peu de figues. Dans un jeu où on doit tenir les objectifs, déjà, c'est pas facile. Si en plus, ils pouvaient être éliminés comme ça, sans avoir eu le temps de taper, ça devenait trop compliqué pour eux. Là, même s'ils meurent, ils vont mettre leur pain quand même. Et mettre leur pain synergisé avec la férocité sans égale.
Donc vous le perdez certes, mais il ne se rendra pas sans se défendre. Voilà. Et ça c'est bien. Sans ça, ça aurait été très compliqué. Avec ça, ça devient jouable. Ensuite, le trait de commandement obligatoire va être frappe sauvage. Ce général combat au début de la phase de combat avant que les autres joueurs choisissent une unité pour combattre à cette phase. Ce général ne peut pas combattre à nouveau à cette phase de combat, à moins qu'une aptitude ou un sort lui permette de combattre plus d'une fois. Ouais. Alors déjà c'est bien parce que quand c'est votre tour, ça vous permet de taper avec votre général, puis dans une séquence normale de retaper avec un monstre à vous. Donc encore une fois, peu de figurines, mais vous baissez les chances que votre adversaire a de vous tuer un monstre, donc un cinquième de votre armée, avant que vous ayez eu le temps de jouer. Ensuite, ça combine bien avec l'aptitude de commandement, parce que votre général peut taper, vous claquez l'aptitude de co, il retape tout de suite. Sachant qu'il tape quand même assez fort, ça peut être pas mauvais. Ouais, carrément. Au niveau de son artefact, on va avoir fragment de gueule de Gur. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une figurine ennemie à 1 pouce ou moins du porteur et jeter un dé. Si le résultat est supérieur à la caractéristique de blessure de la figurine, celle-ci est tuée. C'est pas mal. Alors vous le ferez pas sur un pauvre gars qui a 1 PV, mais sur des héros qui ont 4 PV, un chaman gobelin, un héros idounette, tout ce que tu veux là, bah c'est pas mal, parce que mine de rien, vous n'avez pas non plus énormément de figurines, encore une fois, donc vous voulez que chacune soit optimisée au maximum. Donc en fait là vous rentrez dans une horde, avec un bon mouvement vous allez chercher le perso qui est derrière, vous vous servez de ça, ça tue le perso, vous mettez vos attaques sur la horde, c'est pas mal. On a fait le tour des différentes cours. Et pour le résumer, en gros, on va avoir une cour pour chaque style de figurine qu'on a envie de jouer, C'est ça. qui en plus vont amener un style de jeu par rapport aux synergies de reroll et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est quand même que du plaisir, En fait, ouais, si vous voulez jouer une armée vraiment à thème, vous irez chercher une cour. Si vous voulez tourner votre stratégie sur des flayers, vous jouerez la cour qui booste les flayers. Pareil pour les aurores, pareil sur les monstres. Si vous voulez jouer une armée plus générique, restez dans les cours de l'illusion. Parce qu'on a vu l'illusion numéro 3 qui permet de faire la frénésie sanguinaire sans claquer de CP, etc. Vous avez le choix de votre objet magique, vous avez le choix de votre trait de général. C'est quand même mieux dans une armée qui se voudra diversifier. Alors il y a 4 unités dans l'armée, hein, donc la diversité n'est pas non plus si importante que ça, mais vous irez chercher ça. Par contre, vous voulez spécialiser votre armée sur un type de figurine, vous irez chercher une cour. Et en termes de rejouabilité, c'est vachement intéressant. Parce que pour un Battle Tome qui a très peu d'entrées, comme tu disais, si vous avez une collection assez complète, vous pouvez jouer 4 armées vraiment très différentes, voire la 5e en mixant tout. Donc mine de rien, avec une seule collection de figurines, on peut jouer 5 listes. Non, mais c'est ça qui est, évidemment, c'est ça qui est très surprenant. On est ça, vraiment en conclusion, ouais, mais ça, je trouve ça très bien. Ça, c'est très très bien. On s'attaque maintenant aux chartes de bataillon. Il y en a une chier puisqu'il y en a 9. On en a retenu 4. On va commencer par l'hôte de la cour qui vaut 110 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Alors en fait, ça c'est le bataillon que vous allez aller chercher dans une armée holomonde. Parce que les armées holomonde, vous transformez vos crypto-horreurs en ligne. Et ce bataillon demande de jouer 2 unités de crypto-horreur et un crypto-horreur courtier qui va réfiéter des crypto-horreurs. Après, l'aptitude de commandement est pas dingue, elle permet de relancer les jets de touche, sachant que les crypto-horreurs les relancent déjà de base avec une certaine synergie qui est facile à mettre en place. Par contre, vous allez le prendre parce qu'il ne vaut pas si cher que ça, il va vous donner un point de commandement, il va diminuer votre nombre de pauses, et il va vous apporter vos 2 lignes et 1 héros là-dedans. Donc, dans une armée holomourde, vu que c'est des lignes, celui-là, je pense que vous allez aller le chercher. On enchaîne ensuite avec Garde des Morts qui lui aussi vaut 110 points et qui nécessite un crypte infernal courtier et 3 unités de crypte flayer. Alors celui-là, il est encore bien meilleur, parce qu'en fait, dans les cours Blister Skin, vous avez vos 3 lignes, parce que la cour transforme les flayers en lignes. Donc là, vous avez directement vos 3 lignes dans le bataillon. En une pause. En une pause, plus le héros qui les synergise encore une fois. Et pour le coup, l'aptitude que je vais te laisser lire est vraiment très forte. À votre phase de héros, une unité de ce bataillon qui se trouve à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie peut effectuer un mouvement d'engagement puis attaquer avec toutes les armes de mêlée dont elle est équipée. Voilà. C'est pas mauvais hein, quand même. Hein. Donc il faut être déjà au corps à corps. Mais franchement, c'est fort. Alors si vous faites ça, vous ne pourrez pas utiliser l'aptitude de commandement pour taper une 3e fois. Il y a bien écrit que c'est s'il n'a pas déjà tapé. Mais du coup, vous vous épargnez un point de commandement. Vous avez envie de mettre vos flayers au corps à corps parce que c'est là où leur tir est le plus fort. 110 points, c'est pour le coup vraiment pas cher. Pour économiser 4 pauses, gagner un CP et un Arthos. Ça, là, et un trait de monture. Et un trait de monture. Et celle-là, je la trouve vraiment très bien. Elle existait déjà avant, elle était déjà pas mauvaise avant. Je la trouve encore meilleure maintenant. On va enchaîner ensuite avec Patrouille de Ghoul qui, elle, vaut 180 points. Nécessite d'avoir un Cryptghast Courtier et 3 unités de Crypt Ghoul. C'est le même principe d'avoir All-in-One. Bah, c'est ça, en Morgaunt, hein, qui était la grande cour qui nous donnait envie de jouer des ghouls, bah, vous avez vos 3 lignes, plus le héros qui synergise les lignes, dedans, plus un trick sur le mouvement qui est assez sympa. Au lieu de placer une unité de ce bataillon sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu'elle est de patrouille en réserve. À la fin de votre première phase de mouvement, vous devez placer toutes les unités de ce bataillon qui sont en réserve, placer chaque unité entièrement à 6 pouces du bord de table et à 9 pouces de toute unité ennemie. Et ça, c'est fucking fort, parce que c'est pas une armée qui a une projection de ouf quand tu décides de jouer des ghouls, et là, bah si. Ouais, c'est pas mauvais. Ça me fait tellement délirer les ghouls en patrouille. Ouais, c'est mon chef, on n'a rien trouvé, les périmètres de la base, il est dégagé, ça me fait trop rire.
Ça me fait trop rire Oui, pour c'est ça. ambition alors. Ouais, Les connards en train de faire- Ça, en fait, ils étaient en train de taper dans une barrière comme des gogoles de. Il est 8h et tout va bien. Donc voilà. Le bataillon, on voit un peu cher, il vaut 180 points celui-là. Maintenant, pareil, il fait gagner 4 pauses, donc c'est quand même vraiment pas mal. L'artefact, on sera content de le prendre parce que celui de Morgone t'es vraiment pas bon, donc on sera content d'en avoir un autre. C'est pas mauvais. C'était déjà un des bons bataillons des armées Flash Hitter courtes d'avant. Bah voilà, il est toujours bon, on aura toujours envie de le jouer, donc franchement, pas mal celui-là. Et enfin, on termine cette revue avec la charte de bataillon de ménagerie royale qui vaut 120 points, qui nécessite d'avoir au moins 3 Royal Terrorghist ou Royal Zombie Dragon selon n'importe quelle combinaison et qui vous apportera l'aptitude ensemble monstrueux. À votre phase de héros, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées à chacune des figurines de ce bataillon qui se trouve à 5 pouces ou moins de toute figurine de ce bataillon. Et bah c'est pareil, hein, dans la grande cour Crystal Gore, où vous allez jouer que des monstres. Bah celui-là c'est 3 plus monstres, donc vous pouvez jouer quasiment toute l'armée dans ce bataillon-là. Une pause. Tour 1, auto ou pas d'ailleurs, mais c'est toi qui as Un Arthos supplémentaire, et ça double la régène. Ce qui régénère déjà de D3, bah là il régène de D3 plus D3. Donc franchement c'est pas mauvais. Ça franchement c'est pas mauvais. Franchement ça donne envie de faire l'armée juste pour tester contre chaque match-up. Mais le truc c'est qu'en plus l'armée tu peux la faire assez facilement en fait, parce que tout le monde dans sa collection a un dragon zombie, un terroriste, etc. Il suffit d'aimanter les persos pour pouvoir les enlever. Ça, vous pouvez jouer le dragon zombie sans cavalier. Et c'est pas non plus très compliqué d'aligner 3-4 terrorghast. Et franchement, ça avait l'air nul au début. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce Battle Tome, c'est que quand on voit la cour, quand on voit le bataillon, et quand on voit les synergies, on se dit en fait c'est peut-être jouable. C'est le premier Battle Tome qui permet vraiment de jouer une armée de monstres. Quand je dis le premier en V2. Parce qu'en V1, il y avait les Beast Riders qui pouvaient faire ça, maintenant ils peuvent plus, et ben celui-là il peut. On a donc fait le tour de l'ensemble des Warscroll bataillons, enfin de tout ce qui constitue ce Battle Tome Flash Hitter courte. C'est une excellente surprise, encore une fois. Il n'a pas été annoncé, il est sorti de nulle part. Je trouve que c'est génial. Est-ce qu'aujourd'hui on conseillerait aux gens qui n'ont pas cette collection de partir là-dessus? Initialement je voulais partir sur un non, et en fait plus ça va, plus je veux partir sur un oui. Les kits sont pas si vieillissants que ça. Non, les kits sont pas et c'est parfaitement jouable. Et tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les Flayers, le kit des Flayers, il permet de faire 4 entrées de ce Battle Tome là et une entrée de Battle Tome Légion of Nagash, que vous pouvez monter des Varghest avec ça. 5 kits, enfin 5 unités différentes dans un seul kit, bah, c'est quand même assez sympa. En fait, il n'y a pas énormément de choses. Le Terrorghast et le Dragon Zombie, c'est le même kit, pareil, vous en faites 4, avec ou sans cavalier. Il n'y a pas énormément d'entrées dans ce Battle Tome, mais la rejouabilité de la liste est très intéressante. Parce qu'on peut vraiment, contrairement à certaines armées où vous avez peu de kits et vous avez quand même une manière générique de jouer l'armée, les autres sont nettement en dessous, aujourd'hui, là, tout me paraît égal, équilibré. Les monstres, les unités d'infanterie monstrueuse, l'horde de ghouls, il y en a qui seront un tout petit peu meilleurs que d'autres, mais en fonction de votre style de jeu, vous trouverez votre bonheur, quelle que soit la liste que vous voulez monter. Et donc pour aller un petit peu plus loin dans ce que tu dis, est-ce que toi, c'est un Battle Tome que tu conseillerais à un joueur débutant dans sa façon de jouer, aussi bien en termes de courbe d'apprentissage que de frustration dans son cul ou dans le cul de l'autre? Ouais, moi je le conseillerais à un débutant. Je te laisserai parler sur le modélisme et les possibilités de peinture qu'offre l'armée. En termes de jeu, ça reste une armée dont les synergies sont fortes, mais pas non plus extrêmement compliquées à mettre en place. Lancer des sorts sur des unités avec une portée qui est assez permissive, qui passe pas trop difficilement, qui rajoute directement des attaques, puis dépenser un CP pour les faire taper 2 fois, c'est pas extrêmement compliqué à mettre en place. Les synergies sont assez évidentes, on les a quand même bien débroussaillées. Les 4 types de listes, voire les 5 types en mixant tout, il y a aussi 1 ou 2 bataillons qui sont corrects dont on n'a pas parlé. Donc il y a une vraie rejouabilité dans cette armée, donc il n'y a pas la frustration de j'ai monté ma liste, elle est comme ça, je fais 3 parties avec et toutes les prochaines se ressembleront. Donc il y a une rejouabilité qui est bien, et en termes de courbe d'apprentissage, il y a quand même des choses à faire, parce qu'il y a pas mal de tricks sur la mobilisation, sur la régénération des unités, comment on va les invoquer, dans quel sens. On peut les invoquer sur n'importe quel bord du champ de bataille, donc ça c'est pareil, en termes de mouvement c'est assez sympa. Et quand vous allez commencer à jouer les armées de Flayers, vous n'aurez pas non plus énormément de figurines, encore moins sur les armées de monstres, donc elles deviennent moins permissives que l'horde de ghouls, parce que vous avez peu de filles, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Donc pour moi, en fait, le niveau du joueur peut monter. Quelqu'un qui commencerait, je lui conseillerais de partir sur une bonne base de ghouls avec quelques unités d'infanterie monstrueuse et 1 ou 2 persos vampires sur des monstres. Et après, vous pouvez aller vous spécialiser si votre style de jeu c'est d'avoir des unités assez tanky, vous allez partir sur les horreurs. Si vous voulez vraiment jouer les armées MSU, enfin Multiple Small Unit, avec plein de petites unités qui vont chercher partout, vous pouvez partir sur les unités de Flayer, et puis après vous allez carrément tenter la horde de monstres, qui est dur à jouer mais qui doit être vraiment super fun. Voilà, en fonction de votre adversaire régulier, qu'est-ce qu'ils jouent, ils ont des unités qui n'ont pas énormément de braverie, je vais sortir mes Terrorgeist, ils jouent des Stormcast armurés, je vais plus aller chercher des unités qui font des blessures mortelles. Il y a vraiment de quoi s'adapter à son adversaire, donc je pense pas que ce soit une armée qui crée des frustrations pour soi, parce qu'on pourra toujours s'adapter, il n'y aura pas de non-match,
Et l'armée ne posera pas de non-match à ses adversaires non plus. Donc à ce niveau-là, je trouve ça très sympa. Pour compléter la réponse, c'est parti un petit peu plus sur du modélisme. Déjà au niveau du prix, on est sur une armée pour moi parfaitement standard. Quelle que soit ta liste, même les Terror Guests, tu vas être sur 300-400 balles. Ouais, c'est ça. Pareil, si jamais tu veux faire un petit peu de masse avec le kit dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, on est sur une armée vraiment moyenne en termes de coût. En termes derrière de modélisme, c'est super cool parce que vos ghouls, vous pouvez les chercher chez Game Workshop, bien évidemment, mais vous pouvez aussi les chercher dans Zombicide ou ainsi de suite. Au contraire, alors, elles seront un peu plus cons que GI, mais c'est une sorte de perception, on l'a vu. Donc pour ça, c'est très positif. En termes aussi de modélisme et de progression, c'est une armée qui peut être peinte très vite, qui répond et qui réagit super bien au brossage à sec et au lavis. Donc pour tous les débutants, c'est génial. Et à côté de ça, si on veut avancer, aller dans quelque chose d'un petit peu plus putride ou ce genre de choses, on va être capable en fait de jouer avec de la carnation, de jouer sur des effets de matière avec des pigments. Tu peux t'amuser avec le sang aussi. Là, Exactement, ouais. Voilà. Donc vraiment, en termes de modélisme, c'est une armée très complète. Donc pour le coup, c'est une vraie bonne armée, en tout cas comme tu l'as dit. Je vais juste clôturer en te posant la question du où est-ce que tu la mettras au niveau de l'échelle de puissance? Et bah, il y a peu de temps, on l'avait mis très en bas. Et je pense qu'il va remonter assez haut. Pour moi, bien joué. En fait, l'adaptabilité de l'armée fait que dans un méta classique, sans aller dans le tournoi très dur, vous pouvez vous adapter à beaucoup de choses. Donc vous pouvez faire une liste qui est très intéressante à affronter, qui peut répondre à beaucoup de choses. Après, en la spécifiant vraiment, je pense que vous pouvez aller chercher des choses intéressantes. L'armée va être difficile à prendre en main dans le sens où elle est très équilibrée. Et il faut réussir à trouver le bon équilibre entre les invocations, les doubles frappes. Où est-ce que j'arrive? Est-ce que je TP ou pas? Comment je passe mes sorts? Est-ce que j'overkill? Est-ce que je mets le plus des 3 attaques, le plus une attaque sur une unité que je vais faire taper 2 fois? Est-ce que je ventile? Est-ce que je garde des CP pour invoquer tout? Ou est-ce que j'en garde pour que 2 unités tapent en même temps? En fait, les synergies sont faciles à voir quand vous faites votre liste. Une fois sur la table, vous allez devoir faire des vrais choix. Et donc au début, vous allez vous tromper comme tout le monde. Après, quand vous allez moins vous tromper, je pense que le niveau de la liste, bien pris en main, ça le remonte quand même assez haut par rapport à ce qu'on avait dit. Équilibré qui permet une bonne marge de progression. C'est très positif. C'était un Battle Tome qui était faible. Il y avait des inconditionnels de cette armée. Je pense qu'ils doivent être aux anges. Parce que l'armée est vraiment remontée de très bas. Et elle est arrivée à un niveau qui est tout à fait correct. Et ça va devenir un challenger sérieux. Ok, bah écoute, c'est super cool. Un grand merci à toi, Pride, pour la lecture et l'analyse de ce Battletome Flesh Eater courte. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce de zombie, à la partager si c'est pas fait, à vous abonner à la chaîne, comme ça. Tu connais l'histoire de l'homme sans pouce ou pas? Ouais, elle est comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee pour soutenir FWS, ça fait plaisir et le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers. Ensuite, le décanteur bigueux. Ensuite, on va avoir le décanteur bigleux, le bigueux. C'est le bigleux. Et griffes enfilées qui vont faire. Effilé. Et griffes Je sais que c'est la Saint-Valentin, mais non, on va rester pro. Effilé. Il a 300 points. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis bluffé. Ouais. Il a raison, ce con. Lui ne bénéficie pas de la gratuité de l'invocation via le Charnel Throne, parce qu'en fait, il ne convoque pas les hommes arbres. Ah, j'en ai marre. Je pense que tu l'aurais bien dit si j'avais pas souri. J'en ai marre. Stampede? Il n'y a qu'un E, donc Stampede? Ouais, Stampede, ouais. Stampede. Ouais, Stampede. Stampede. Les cosplays Stampede. Vas-y, mon gars. On enchaîne ensuite avec le dernier sort persistant qui va être le Corpse Bear. Raté. Demain, on y est encore. Il l'a fait. Je cutterai, je m'en bats les couilles. Il l'a fait. Oui, des gnous du roi lion, quoi. Ça arrive et en bas, t'as plus rien. Je le trouve vraiment très fort. Tu sais Mufasa, ça. Oui, ils ont tué Mufasa. C'est triste. Hein. Mais dans un méta de horde, franchement, celui-là, il est pas mauvais. Parce qu'il fait vraiment mal. Et il vaut que 60 points. Dis-le, Mufasa. Mufasa. Puis encore une fois, hein, ah ouais, c'est un jeu de scénario. Je voulais dire, c'est un jeu de mouvement. Pardon, c'est un jeu de mouvement et je suis désolé. Je répète toujours la même chose, mais c'est important de le savoir. Et c'est Gristolgor, pas Crystalgore. Je sais pas pourquoi je pense à Chris Proll. Je sais pas pourquoi, je te jure, je pense à Chris Proll. Music. Ah. J'ai plus de jambes.